Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Après Sonia Mabrouk la semaine dernière et un peu plus tôt Christine Kelly, on pourrait presque croire que je vais recevoir une nouvelle personnalité éminente de CNews, mais il n'en est rien. Puisque, en effet, il a longtemps été éditorialiste sur cette chaîne, mais aujourd'hui, il est devenu rien moins que député de la République. Il m'avait fait aussi le plaisir et l'honneur de venir dans nos anciens studios. C'était sur cette banquette orange qui est depuis devenue iconique. Je suis ravi de le recevoir ce soir. Guillaume Bigot, bonsoir. Bonsoir Éric Morillo, et le plaisir et l'honneur sont partagés. Eh bien oui, je le disais, on ne va pas vous représenter puisque beaucoup de ceux qui nous regardent vous connaissent, mais je vous propose pour commencer, cher Guillaume, pour commencer cette émission, de parler un peu de vous, puisque donc vous avez connu un certain nombre de péripéties, on peut dire aussi. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça. Ces derniers mois, d'abord, donc, puisque je dois vous appeler comme cela, maintenant, monsieur le député, comment vivez-vous vos premiers mois de député? On va voir quelques images donc, de ce nouveau rôle donc, de vous. Voilà, c'était il y a quelques jours donc, au perchoir, comme on dit. Alors, première chose, c'est que je conçois la vie comme une aventure. Je pense que il faut essayer de ne pas décevoir le jeune homme qu'on a été et donc de saisir les opportunités ou les occasions quand elles passent. Bon, par ailleurs, c'est un secret pour personne parce que dans ma vie précédente d'éditorialiste, j'étais quand même très intéressé par la chose publique, par la politique. Donc analyser la politique et éditorialiser la politique, c'est déjà faire de la politique. Donc bon, je suis peut-être passé un peu de l'autre côté du miroir, là, on peut dire, de l'autre côté de l'écran, mais encore que... C'est une fierté d'être devenu député de la République. Alors je précise, député du territoire de Belfort, de la 2e circonscription, alors, je vais vous dire. Sous les couleurs du Rassemblement national. Voilà, moi ce qui m'anime en politique... C'est une fierté quand même de voir ces images. Ce qui m'anime en politique, c'est le service de l'intérêt général. C'est-à-dire... auparavant, c'est moi qui parlais, c'était ma voix. Alors là, c'est toujours moi qui parle, je ne triche pas. J'essaye d'être tout à fait moi-même, sincère, mais je me sens porté par les gens qui m'ont élu, et ça change tout, en quelque sorte. C'est pas que ça donne nécessairement plus d'impact à ma voix, à mon propos, ça c'est pas à moi de décider. Par contre, ça crée une responsabilité. C'est-à-dire que je ne parle plus en mon nom propre. Je parle au nom, mais bien sûr que ça m'oblige, bien sûr. Ça, c'est le premier point. Donc, mais j'essaye de faire en sorte que ça ne me bride pas, de rester, je me suis fait ce serment à moi-même, en quelque sorte, de rester, ce que les gens, je pense, appréciaient, c'est-à-dire un esprit libre de dire ce que je pense, mais attention, je suis maintenant au service de mes compatriotes, de ceux qui m'ont élu. Et vous savez qu'un député, c'est quelqu'un qui représente à la fois un territoire, là c'est le territoire de Belfort, c'est une circonscription, et en même temps cette circonscription c'est un morceau de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, le souverain c'est le peuple. Il y a plusieurs manières pour lui de s'exprimer, ce souverain. Alors il élit le président de la République au suffrage universel, donc ça c'est vraiment le souverain avec un grand S de manière majeure. Et puis il élit aussi les députés. Et les députés de la République, nous sommes 577, et on est un 577e de la souveraineté nationale. Donc oui, il y a une responsabilité. Oui, c'est un lieu chargé d'histoire. On pense à tous ceux qui ont pris la parole avant nous, ces grandes heures de l'Assemblée. Ça nous rend quand même très modestes et vraiment très humbles, parce que c'est vraiment l'inverse, je dirais, de l'exercice où on se dit tiens, je vais me prendre au jeu. On sait que ce n'est pas un jeu. On sait que ce n'est pas un jeu, on le sent très fortement. Et puis par ailleurs, j'ai été présenté par un groupe politique. Alors voilà. Et ce groupe politique... C'est le RN qui vous a contacté ? Oui, c'est le RN. J'avais été en contact. Alors vous savez, en tant qu'éditorialiste, de toute façon, on est amené à discuter avec les politiques, forcément. Tous les politiques d'ailleurs, de gauche, de droite, etc. C'est vrai que le courant était passé avec Jordan Bardella. J'avais été très impressionné. C'est Jordan Bardella lui-même ? Oui, j'étais très impressionné par son âge. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il a une maîtrise incroyable pour son âge. Et j'ai senti quelque chose, j'ai senti une détermination, une force. J'avais déjà été très impressionné par la manière dont Marine Le Pen avait complètement changé le parti, dédiabolisé, etc. J'ai trouvé que c'est quasiment un sans faute, cette stratégie dite de la cravate. Vous voyez, j'ai aujourd'hui une cravate, mais c'est très important. Et bien sûr, ça a fait contraste avec la France insoumise qui essayait de bordéliser l'Assemblée. Donc tout ça me paraissait aller dans la bonne direction. Et je me suis dit, mais finalement,
Qu'est-ce que ça veut dire de se plaindre tout le temps, de pester sur CNews à 19h avec les mousquetaires, mais que je salue d'ailleurs mes camarades des mousquetaires, vous avez reçu Christine, la reine Christine, que j'adore, donc c'était très bien. Mais finalement, on pestait, et on peste tous les soirs à 19h, et parfois, je ne dis pas comme Woody Allen, on est attaqué par le non-être, hein, mais de temps en temps, on se dit, bon, on se plaint, qu'est-ce que ça devient, ces plaintes et ces complaintes? L'engagement électoral, vous l'envisagez depuis longtemps? Non, pas vraiment. La dernière fois que j'avais fait de la politique, ça remonte vraiment à loin. C'était quasiment le siècle dernier. En vérité, c'est quand même le 21e siècle. C'était en 2002. En 2002, j'ai été candidat pour Jean-Pierre Chevènement, puisqu'on avait un petit groupe de jeunes de tendance mûre, hein, on avait tous une trentaine d'années déjà, entre 25 et 30 ans. 2002, Apolline de Malherbe, par exemple, Natacha Polony, on était un certain nombre autour de Jean-Pierre Chevènement, de jeunes, à soutenir sa candidature. Apolline de Malherbe. Oui, elle était dans cette petite bande qui s'appelait Génération République. Oui, c'est un scoop. C'est incroyable ce que vous dites là. Apolline de Malherbe. Elle était déjà brillante. Elle était déjà, Chevènement. bien sûr, en 2002. Mais enfin, les gens, il y avait Emmanuel Pierrat, par exemple, l'avocat des éditeurs. Mais donc, ça veut dire que les trajectoires ont été très différentes. Il y a eu le directeur de cabinet de Manuel Valls, il y a eu des gens qui ont travaillé avec DSK, il y a eu... bref, les gens ont connu des trajectoires très différentes. Jean-Pierre Chevènement était une personnalité assez impressionnante. Parce qu'Apolline de Malherbe, donc, qui est présentée, et en effet, on peut le penser comme une personnalité totalement neutre, objective. Mais elle l'est. Oui, mais enfin, elle a un parcours, d'où parles-tu camarade? Elle a un parcours où elle était sensible aux thèses donc, on va dire, du souverainisme. Oui, de la souveraineté. Oui, bien sûr. De Jean-Pierre Chevènement en 2002. Oui, ça n'a rien d'étonnant, d'autant que... alors moi, peut-être qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc je voudrais me poser des questions, parce que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé d'avis depuis 2002, finalement. Moi, je suis resté un peu campé sur mes positions chevènementistes. Je ne vais pas dire que je suis plus chevènementiste que Jean-Pierre Chevènement, mais enfin bon, moi, je n'ai pas bougé. Vous voulez dire que vous êtes un chevènementiste au sein du RN? Je pense plus que ça. Je pense qu'en réalité, c'est le RN qui s'est transformé et qui est venu sur nos positions. En vérité, quel est le parti aujourd'hui qui défend une idée exigeante de l'intérêt général? Quel est le parti qui est l'héritier de ce qu'on pourrait appeler un parti de gauche? La droite bonapartiste? Non, parce qu'on finalement, c'est la formule du général de Gaulle. Qu'est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est la droite? Non. Est-ce que c'est la gauche? Non. C'est la souveraineté nationale et populaire. C'est l'intérêt général. C'est la République. Est-ce que Clémenceau est de droite ou de gauche? Vous savez, moi je pense qu'il y a que des caractères de droite en fait. Pour diriger, il faut avoir un caractère à droite. Mais les seules valeurs qui sont de droite sont les valeurs mobilières, disait l'autre. Donc les vraies valeurs, en fait, c'est les valeurs de la France, que servaient déjà les anciens rois. Hein. On n'est pas loin des invalides ici. Les invalides, qu'est-ce que c'est sinon peut-être d'ailleurs la protection sociale avant la protection sociale? C'est Louis XIV qui avait décidé de ce monument sublime pour les soldats blessés. Donc il y a quelque chose dans notre histoire qui est un fil qui est à mon avis, continue, ce qu'on a appelé peut-être le gaulo-bonapartisme. Et en vérité, donc une idée exigeante de la République, une idée exigeante de l'État, une exigeante de l'ordre aussi, l'ordre républicain, c'est quelque chose auquel, je pense, beaucoup de Français se raccrochent. Et le Rassemblement national est totalement sur cette ligne. Moi, j'ai l'impression de ne pas en avoir bougé et que le Rassemblement national, c'est complètement aligné, en fait. Aujourd'hui, il représente... C'est pas un parti de droite pour vous, le Rassemblement national? Je vais citer mon ami Jérôme Sainte-Marie, qui disait on dit du Rassemblement national qu'il est d'extrême droite, en fait, il est ni de droite ni extrême. C'est-à-dire, évidemment, il n'est pas extrême parce qu'il n'est ni excessif, ni... je dirais, fanatique ou agressif. Au contraire, on voit bien qu'il a une posture vraiment de calme, de self-control, raisonnable, rationnelle. Un exemple parmi d'autres, enfin, on a dit, Jordan Bardella avait demandé un audit des comptes publics, Marine Le Pen avait demandé un projet de loi de finances rectificative au mois d'avril dernier en disant les comptes sont truqués. On est dans la rationalité, on est dans la réalité, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la protection des Français, de l'intérêt général, de leur argent. Donc ça n'a rien d'extrémiste, si vous voulez. C'est encore un parti souverainiste? Et quant à la droite et la gauche, je pense que le Rassemblement national, comme l'avait fait le général de Gaulle, comme l'avait fait Clémenceau, comme l'avait fait... Enfin vraiment, je dirais, on ne va pas se comparer à des géants, mais on essaye en tout cas de s'en inspirer, c'est-à-dire de prendre ce qu'il y a de meilleur à gauche et de prendre ce qu'il y a de meilleur à droite. Et finalement...
C'est ce qu'avait essayé de faire Emmanuel Macron, finalement, hein, de prendre le meilleur à droite, le meilleur à gauche. Sauf que nous, on est en miroir inversé, d'une certaine façon. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'ultralibéralisme, il a pris la mondialisation, et il a pris l'Union européenne, et il a pris l'immigration, et il a pris le communautarisme, et il a fait une tambouille de tout ça. Et finalement, je pense que c'est assez profondément la négation de ce qu'est la France. Je vous repose la question, c'est encore un parti souverainiste, le RN, pour vous? C'est un parti souverainiste qui fonctionne, parce que ça c'est un procès qu'on fait en Enfin, règle pardon, générale. le fait que le RN ne veuille plus sortir de l'Union européenne, ça vous dérange pas quand même, vous, Guillaume Bigot? Écoutez, moi je pense que si la politique c'est non seulement s'adapter aux circonstances, mais au-delà des circonstances, aux réalités. Il faut faire à partir des réalités. La politique, c'est pas le principe de plaisir. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. On l'a vu d'ailleurs, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Quand Emmanuel Macron veut absolument réformer la sécurité sociale, il ne tient pas compte des sondages qui disent que 70% des Français n'en veulent pas. Quand le général de Gaulle revient aux affaires en 58, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Est-ce qu'il veut vraiment sortir de l'Algérie? Est-ce qu'il veut réformer l'Algérie? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il avait dit en 58, écoutez, on va sortir d'Algérie, en 1958, tous les Français, ou une écrasante majorité des Français, sont convaincus que l'Algérie, c'est la France. Donc s'il avait été, admettons qu'il ait voulu absolument sortir d'Algérie, s'il avait dit, écoutez, on va sortir d'Algérie, ça n'aurait pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « je vous ai compris ». Et de 58 à 62, il s'est quand même déroulé 4 ans, il a essayé de réformer l'Algérie. Il a essayé, bon, les pieds noirs ont bloqué, le FLN a bloqué, le contexte international était tel, adaptation aux circonstances, adaptation à la réalité. Et en 62, les Français qui ne voulaient pas quitter l'Algérie en 58, personne ne voulait, d'ailleurs même les Algériens ne voulaient pas en 58, en 62, la rupture est consommée. Nul ne sait l'histoire qui sera écrite demain. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que nous ne voulons pas de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne maintenant. Est-ce que nous ne voulons pas de l'Union européenne? Ça dépend. Si l'Union européenne, on peut garder les bons aspects de l'Union européenne, pourquoi ne pas le faire? En revanche, si on se rend compte, en essayant de réformer l'Union européenne une fois qu'on sera aux affaires, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, là je pense qu'aujourd'hui l'opinion publique ne veut pas sortir de l'Union européenne. Si demain, 4 ans plus tard, après une démonstration que l'Union européenne est irréformable, sans doute les Français acteraient ça. Mais d'un autre côté, c'est pas dit que ça se déroule comme ça. Prenons un exemple. Pour éviter de se dire « Ah, ben alors il est en train de nous dire qu'il faut absolument sortir de l'Union européenne ». Non, il y a quelque chose de formidable dans l'Union européenne, c'est l'effet de levier qui peut être utilisé dans les négociations commerciales. Être des centaines de millions de consommateurs quand on négocie avec les États-Unis ou quand on négocie avec la Chine, c'est très intéressant. Le problème de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne ne veut plus de droits de douane. L'Union européenne est le meilleur petit soldat de l'OMC. Et elle est plus libérale que les Américains et plus libérale que le libéralisme lui-même. Donc dans ces conditions, nous on a des taxes, nous on a des normes et on écrase tout le monde de taxes et de normes et on s'ouvre à toutes les concurrents. Et donc on est ratatiné si vous voulez. Donc l'Union européenne, demain, s'il y a une majorité au sein de l'Union européenne pour réformer l'Union européenne, pour que la Commission européenne redevienne ce qu'elle aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un secrétariat, et qu'on arrive par exemple à utiliser, à sauver, qui à mon avis a un effet de levier extraordinaire, les droits de douane extérieurs, pourquoi quitter l'Union européenne? Le fait d'avoir une monnaie assez stable comme l'euro, si on arrive en même temps à réformer le fonctionnement de la Banque centrale européenne, à réformer l'utilisation de cette monnaie et avoir par exemple une marge de manœuvre pour avoir des dévaluations par pays tout en gardant l'euro, etc. Il y a des réformes techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi faire tout sauter? Pourquoi faire sauter la banque? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'Union européenne, elle est prise comme quelque chose qui est finalement une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. En rien. Et l'Union européenne, de toute façon, ça doit redevenir, finalement, et j'en termine là, l'Union européenne doit redevenir pour les Français ce qu'elle est pour quasiment tous les autres pays de l'Europe, c'est-à-dire un outil, un instrument. Ce n'est pas une fin en soi. Le patron en France, c'est le peuple français, c'est la souveraineté. Voilà. Et ça, on doit réinstaller ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faille automatiquement quitter l'Union européenne, mais il faut, dans ce cas, utiliser l'Union européenne comme un instrument et évidemment la réformer. Cher Guillaume, j'aimerais qu'on vienne un petit moment quand même encore à vous. Quelques questions assez rapides. Tout d'abord, est-ce que vous avez hésité à franchir le pas? C'est la première question. Est-ce que vous avez perdu des amis suite à cet engagement? Et enfin, dernière question par rapport à donc, cette nouvelle vie que vous avez. Est-ce que vous vous dites toujours de gauche?
Ah, c'est des questions intéressantes. Alors, la première hésitation que j'ai eue véritablement une hésitation, elle est relative à ma famille, à mes proches. Parce que quand vous faites quelque chose comme ça, quand vous franchissez le pas, vous savez que vous n'êtes pas seul à le faire. C'est pas la même exposition. C'est pas la même exposition, et c'est des choses qui peuvent rejaillir et retomber sur vos proches. Donc moi, j'ai fait une sorte de conseil de famille. Hein. Voilà, je suis pas tellement déconstruit dans ma famille, donc, mais c'est pas pour ça que, même si je suis le chef de famille, je ne tiens pas compte de la vie de mon épouse, de mes enfants. Et d'ailleurs, voilà, c'est une direction collégiale. Voilà, c'est une famille où on prend les décisions ensemble. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de veto de leur part, ça c'était la première étape. Deuxième étape, vous me demandez mes amis, mes proches. Honnêtement, parce que commenter la vie politique, c'est une chose, être investi dedans, c'en est une autre. Très surpris. Certains ont été très surpris. Vous en avez perdu ou pas? Non, j'en ai pas perdu. Certains ont été surpris et ça a nécessité sincèrement auprès de certains quand même pas mal de pédagogie, pas mal d'explications, avec l'idée que j'allais pas nécessairement les convaincre, mais que c'était fondamental de toute façon de garder une amitié, voire que c'est très important d'avoir des amis qui ne partagent pas vos opinions politiques, surtout si vous faites de la politique active. C'est-à-dire que des gens peuvent avoir un recul que vous n'avez plus en quelque sorte. Quand vous êtes à l'intérieur d'un parti, à l'intérieur d'un combat, vous ne voyez pas les lunettes que vous avez sur le nez. Donc ça, c'est très important. Bon, donc, et de manière assez surprenante, il y a quand même des gens dont je tairai le nom, qui sont à gauche et vraiment très à gauche, qui, en fait, pensent exactement la même chose. Voilà. Donc, ils n'ont pas, eux, franchi le pas. Ils n'en pensent pas moins. Les gens seraient très, très surpris, en vérité. Voilà, j'en dis pas plus. Mais en vérité, on comprend bien que le Rassemblement national, le travail de dédiabolisation est presque arrivé jusqu'à son terme. Le petit théâtre de l'antifascisme que dénonçait déjà Lionel Jospin à l'époque de Jean-Marie Le Pen, et là, on n'est plus du tout dans le même parti. Moi, j'aurais jamais rejoint le parti de Jean-Marie Le Pen. Ce petit théâtre, pour que ça soit crédible, il faut hausser le ton. En fait, il faut surjouer, parce que c'est vraiment, vraiment pas crédible. Voilà, donc ils ont un peu surjoué, ils ont refait un peu le coup du barrage républicain, mais sincèrement, je pense que d'autres... Et vous vous sentez toujours de gauche? Moi, je sens... Alors, je me sens pas de gauche, parce qu'aujourd'hui, je suis obligé de prendre une position déjà dans l'hémicycle, qui est celle de la droite, à la droite de l'hémicycle, enfin, sans faire de pirouettes, si vous voulez. Qu'une grande partie du parti, et de l'opinion publique d'ailleurs, ressent le Rassemblement national comme à droite. Mais ce que je peux dire, c'est que si la gauche, au sens où ça avait au XXe siècle, a encore un sens, oui. Par rapport à la gauche du XXIe siècle, clairement non. Et de toute façon, les gens dits de gauche aujourd'hui, je mets des guillemets, considèrent que les gens qui étaient à gauche au XXe siècle et qui restent fidèles à des positions qui sont la défense des classes populaires, la défense du peuple, la souveraineté populaire et nationale, et de l'universalisme contre les communautés, par exemple, de la laïcité, ça fait de vous, de toute façon, des gens hyper à droite pour eux. Donc moi, j'accepte cette évolution naturelle, si vous voulez, ça me dérange absolument pas. Vous comptez prendre des responsabilités au sein du parti, par exemple? Ça, c'est pas à moi de le dire. Et sincèrement, je ne recherche pas de responsabilité particulière. Ce que je recherche d'abord à faire, c'est de comprendre aussi cet univers. C'est un nouvel univers. Il y a de nouveaux codes. Ça ne fonctionne pas comme la télévision. Moi, j'ai travaillé aussi dans les écoles de commerce. J'ai dirigé des groupes d'écoles de commerce. Je ne connaissais pas les écoles de commerce. Charles Pasqua m'a quasiment du jour au lendemain bombardé directeur d'une école de commerce à Léonard de Vinci. Je n'y connaissais goutte, j'y connaissais rien. Donc, moi, je suis dans une phase d'observation. Et en quelque sorte, vous avez été bien accueilli, autant par le RN très que bien, par très bien. Vos nouveaux très collègues. Bien. Il y a quelque chose de très chaleureux. Tout le monde vous serre la main à l'Assemblée, c'est pas comme certains. Oui, non, mais tout le monde me serre la main. Et de toute façon, je connaissais aussi des gens à l'Assemblée hors Delegui, du par exemple, vous l'avez national. croisé ou pas dans les couloirs? Sébastien Delegui. Delegui, ah oui. Non, pas Ducobu, Delegui. C'est vous qui l'avez dit, mais écoutez, non, je l'ai pas croisé, mais son comportement... Si vous le croisez, par exemple, vous lui parlez. Moi, je serre la main à tout le monde et je parle à tout le monde, par principe. Et en plus, vous savez, ça vous avait choqué d'ailleurs qu'il ne serre pas la main? Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi Agnès Pannier-Runacher. Exactement. On ne va pas tomber dans ce qu'on dénonce, si vous voulez. Ça n'a pas de sens. Si nous dénonçons ça, on ne va pas commencer à leur ressembler. Sinon, ils auraient gagné. En vérité, à l'Assemblée nationale, nous sommes tous les élus du peuple. On est tous des députés à part entière.
Monsieur Delogu ne partage pas du tout mes idées, mais ça tombe bien, je ne partage pas non plus les siennes. La France je ne suis insoumise, pas fasciné, si vous voulez. c'est un adversaire politique, c'est un ennemi politique. Par son niveau d'intervention, mais voilà, tout le monde se tutoie à l'Assemblée nationale et normalement, tout le monde se respecte, se combat politiquement, mais se respecte. Est-ce que c'est un ennemi ? Non. Un ennemi ou un adversaire politique ? À l'intérieur de l'Assemblée nationale, nous ne devrions avoir que des adversaires. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose qui a trait à ma campagne électorale. C'est plutôt très bien passé, j'étais très bien accueilli. Même si je dois dire que j'ai gagné d'une courte tête. Ce qui m'a posé problème, en fait, sur le plan du programme, des positions sur l'économie, même des positions internationales, etc. On peut se combattre, on peut ne pas être d'accord. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, franchement, pendant la campagne. Par exemple, j'ai pas mal de dames voilées qui sont venues me voir. C'est des communautés turques, communautés maghrébines qui sont installées dans les faubourgs de Belfort. Alors, beaucoup sont français, hein, maintenant. C'est la deuxième génération d'immigration. Même parfois, des premières générations d'immigration ont maintenant acquis la nationalité française et donc votent. Et donc ces gens-là sont gênés aussi par la montée de l'insécurité. Ils sont gênés aussi par l'arrivée des nouvelles vagues migratoires. Ils ne comprennent pas, si vous voulez, notamment parce qu'au moment des Jeux Olympiques, il y a eu cet effet vitrine. Donc on a rejeté, si vous voulez, tous ceux qu'on ne voulait pas partout. Là, le conseil départemental, le président du conseil départemental m'a dit, mais tous les jours, j'étais obligé d'accueillir des mineurs non accompagnés qui arrivaient, en fait des faux mineurs non accompagnés. C'est très grave, par exemple, pour lui, parce que lui, il a une responsabilité, si vous voulez, en ce qui concerne la protection de l'enfance. Et la protection de l'enfance à Belfort, c'est encore moins grave qu'ailleurs. Je pense, par exemple, à des régions comme Nice ou Marseille. Ils sont totalement submergés. C'est-à-dire que des enfants français ou même des enfants issus d'immigration qui sont déjà sur le territoire, qui sont de véritables mineurs et qui sont en danger, l'aide sociale à l'enfance ne peut plus les prendre en charge parce qu'ils sont débordés. Je referme la parenthèse, je reviens sur mon opposant. Je lui ai dit, écoute, je comprends, on n'est pas d'accord sur tout, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que des dames voilées sont venues me voir en me disant, écoutez, on vous connaissait, vous avez écouté à la télévision, on est plutôt d'accord avec votre discours, on peut voter pour vous, mais il y a un problème, c'est pourquoi vous voulez interdire le halal, pourquoi vous voulez nous chasser de France, pourquoi vous voulez nous retirer la nationalité française. Je leur ai dit, mais qui vous a dit des choses pareilles ? Ah, c'est le candidat de la France Insoumise. Donc j'ai dit, là, ça ne va plus, parce que la situation est tendue, parce qu'il y a des conflits en plus internationaux qui créent un effet de polarisation qu'on risque d'importer chez nous. Venir, oui. Hein, voilà, je cite Jean-Luc Mélenchon, si on veut aider les Palestiniens et les Israéliens sur les rives du Jourdain, il faut surtout se garder d'importer sur les rives de la Seine le conflit. Hein, c'est Jean-Luc Mélenchon version XXe siècle. La nouvelle version, c'est pas exactement ce qu'il fait. Donc voilà. Donc je pense que là, il y a un risque, si vous voulez, de tension. Il y a un risque de division, de séparation du corps électoral avec des gens issus d'immigration à qui on dit matin, midi et soir, voyez en face, ils vous haïssent. Alors, je tiens à profiter de cette émission pour dire que nous, au Rassemblement national, nous ne connaissons qu'une seule catégorie de Français, des citoyens français à part entière. Nous ne faisons aucune distinction en fonction des origines, en fonction de la religion, etc. Ça n'a aucun sens pour nous. En revanche, oui, nous sommes favorables à faire une distinction en fonction de la nationalité. Bien évidemment, mais c'est ça le cœur de la démocratie. Vous avez le droit de vote, vous n'avez pas le droit de vote. Vous êtes un citoyen, vous n'êtes pas un citoyen. Et par ailleurs, quand vous avez des comptes sociaux qui débordent, quand vous avez une dette gigantesque, et quand vous importez une main-d'œuvre qui est d'ailleurs pas tout à fait une main-d'œuvre parce que beaucoup se retrouvent au chômage, beaucoup se retrouvent avec des aides sociales et que vous ne pouvez même plus d'ailleurs subvenir aux besoins de vos nationaux ou des étrangers qui sont sur le territoire et qui payent des cotisations. Vous faites venir des gens qui, eux, ne payent pas de cotisations et vous en faites venir vraiment des quantités, des wagons. Là, il y a encore 400 000 titres de séjour qui ont été délivrés en 2024. C'est quasiment un record. Alors que l'économie est à plat, il y a eu 63 000 défaillances d'entreprises. On est une croissance qui est inférieure à 1%. Enfin, dans ces conditions, faire venir des nouvelles personnes, c'est un projet absolument insensé qui finira mal. Donc on est totalement opposé à ça et on ne s'en cache pas. Mais vraiment, nous faire un procès en racisme là-dessus, c'est complètement fou en vérité. Je vais vous dire mieux. J'ai beaucoup apprécié que Ruffin, le député Ruffin, mon collègue Ruffin, tienne ce discours de vérité. Il a révélé qu'au moment, je crois, des élections présidentielles, la France insoumise tenait des discours différents en fonction des électeurs.
Donc si les électeurs étaient issus de l'immigration, ils sortaient le tract avec Mélenchon et ils avaient des consignes internes. Ça, ce genre d'attitude, c'est totalement irrespectueux déjà pour les gens issus de l'immigration, pour nos concitoyens issus de l'immigration, c'est totalement irrespectueux, c'est les infantiliser, c'est les manipuler, c'est les prendre pour des enfants. Et deuxièmement, c'est une violation flagrante de tous les principes de la République. Guillaume Bigot, vous parliez tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon et une autre personnalité politique dont j'aimerais qu'on parle un moment, c'est Marine Le Pen. D'abord, est-ce que vous la voyez souvent comment est-ce qu'elle se porte depuis l'ouverture de ce procès aussi important voilà, quels sont vos rapports avec elle? Est-ce que vous croyez en ses chances? Est-ce qu'elle a commencé sa campagne de 2027? Est-ce que vous pensez que Jordan Bardella devrait peut-être prendre la relève? Racontez-nous un petit peu. D'abord, Marine Le Pen, vous l'avez rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée, bien sûr. Elle rencontre tous les députés. Elle nous réunit d'ailleurs toutes les semaines. Je crois que la presse en fait état. Comment ça se passe chaque semaine? C'est normal puisque chaque groupe parlementaire, et nous sommes le premier groupe parlementaire, en dehors même de notre alliance avec les députés d'Éric Ciotti, puisqu'on a noué une alliance, on se réunit parfois avec eux, parfois sans eux, mais il y a un groupe parlementaire au sens technique du terme, c'est-à-dire on a constitué un groupe. Or ce groupe, c'est une présidente, la présidente est Marine Le Pen. Donc tous les groupes, ce n'est pas particulier au Rassemblement national, tous les groupes sont réunis fréquemment pour des raisons de cohésion, de cohérence politique aussi, je dirais, de savoir ce qu'on va faire, anticiper les votes, etc. Et comprendre un peu, inscrire notre action parlementaire, puisque le parlementaire, il fait deux choses. Il vote la loi. Alors là, il n'avait pas encore eu beaucoup à se mettre sous la dent. On peut en proposer, le gouvernement aussi, les autres groupes aussi, et on vote. On est pour, on est contre, on corrige, il y a des amendements. Ça, c'est le travail du vote de la loi. Mais là aussi, il faut se coordonner. Ça peut pas être, tout ça ne peut pas se faire en ordre dispersé, que ce soit au Rassemblement national ou partout ailleurs dans tous les groupes. Et la deuxième action du parlementaire, c'est contrôler le gouvernement. Contrôler le gouvernement, c'est le travail des commissions d'enquête, c'est le travail... moi, j'ai été chargé d'une mission là, assez importante, pas par le RN, mais par l'Assemblée, dans le cas du projet de loi de finances, mais là, on n'a toujours pas de projet de loi de finances, je crois que c'est le 10 octobre que le projet de loi de finances sera présenté par le Premier ministre Michel Barnier. Donc alors on est diffusé, en effet, vous l'avez rappelé, ce projet de loi de finances aura été présenté, en effet. Il aura été présenté au Conseil des ministres, et dans le projet de loi de finances, voilà, chaque commission, j'appartiens à la commission des affaires étrangères, s'empare d'un sujet qui est cohérent avec sa mission. Moi, c'est l'aide publique au développement. C'est le cœur du sujet, c'est 5 milliards, mais en comptant large, ça fait 15 milliards d'euros sur le budget de la France. Et donc là, on doit contrôler ce qu'a fait le gouvernement, ce qu'ont fait les autorités gouvernementales. Mais pardon Guillaume, j'aimerais qu'on revienne à la question que je vous posais, oui, c'est Marine Le Pen. Quel regard vous portez sur elle? Est-ce qu'elle est toujours la candidate naturelle du RN pour 2027 ? Bien sûr que c'est la candidate naturelle. Ce procès-là qui s'est ouvert, vous pensez qu'elle peut être, à l'issue de ce procès, déclarée inéligible? Le risque, il est réel ou pas? Non, mais on voit bien, d'ailleurs, le même procès a été fait au Modem, à Bayrou. Le même procès sera pas tout à fait dans les mêmes proportions, quand même. Bien sûr, parce que la menace que représente Marine Le Pen pour le macronisme et peut-être pour le parti unique, c'est pas exactement la même menace que représente Bayrou, qui est au cœur de ce dispositif de parti unique. Donc bien sûr, nous ne sommes pas dupes. Et peut-être d'ailleurs, on verra ce qui va se passer aussi pour LFI, parce que je crois qu'ils sont aussi visés. En réalité, le fond de l'affaire, c'est une interprétation sur ce qu'est le travail de collaborateurs parlementaires et sur la marge de manœuvre qu'a un collaborateur parlementaire. C'est ça le sujet. Et donc, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, on devra arriver à une situation qui est celle qu'ont connue les gens du Modem. Voilà. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Comment elle se porte, Marine Le Pen, vous qui la voyez, puisque ses prises de parole sont assez mesurées aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'avais vu très rarement auparavant, qui m'impressionne par d'abord sa présence. Enfin, moi, j'ai croisé beaucoup de politiques auparavant. Il y a indéniablement quelque chose du grand fauve politique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une stature, qui a une autorité naturelle, qui ne surjoue pas du tout. Voilà. Plutôt en retrait. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est, on peut dire, qui a un effet qui cherche en permanence à rassembler, à unir
Et ça, c'est très important pour quelqu'un qui veut devenir président de la République. Elle ne va pas contre son camp, mais elle essaye de faire entendre, notamment aux députés du Rassemblement national, la légitimité. Elle ne cesse de dire et de répéter, il ne faut pas justement ressembler à ceux que l'on critique. Il y a un devoir d'exemplarité, il y a un devoir de tenue, et il y a un devoir de se hisser au-dessus déjà d'une dimension purement partisane. L'idée, c'est vraiment, si vous voulez, c'est très différent, je pense, de se préparer à arriver au pouvoir, finalement, dans une sorte un peu de jeu de rôle, ce qu'on a vu quand même pendant. Moi, je remonterais quasiment à Maastricht depuis 1992. Il n'y a quasiment pas d'alternance en France, en vérité. C'est Philippe Séguin qui disait ça. Il disait l'Europe, c'est le grossiste, et puis avec des détaillants, en fait. Alors, les détaillants changent un peu, un coup à la droite, un coup à la gauche, mais ils font quasiment la même politique. Et là, Marine Le Pen, elle a la conscience que s'il s'agit de changer la trajectoire et de changer la stratégie, et de remettre, d'une certaine façon, la France sur les rails, en quelque sorte, de rétablir, de redresser la France. Donc, c'est un travail très très important, c'est un travail extrêmement exigeant. C'est pas continuer, c'est pas mettre ses pieds dans des chaussons. Alors le paradoxe, il est très important, c'est que Marine Le Pen, elle a l'intention de rétablir la République. On parle beaucoup d'état de droit, ça fait beaucoup couler d'encre, cette affaire d'état de droit avec M. Retailleau. Bon, mais en vérité, nous sommes ceux qui veulent rétablir l'état de droit. Le général de Gaulle, encore une fois, je le cite à nouveau, mais on y revient, le général de Gaulle disait il y a 3 choses qui sont importantes. Dans cet ordre d'ailleurs, la France, l'État et le droit. Quand il disait ça, il ne disait pas que le droit n'est pas important. C'est très important l'État de droit. L'État de droit, c'est-à-dire qu'on a la chance de vivre dans un pays où il y a une corruption très limitée. Il y a quand même des juges, il y a un contrôle. On vit dans un pays dans lequel il n'y a pas d'arbitraire. Pourquoi vous n'avez pas voté la motion de censure si vous considérez que l'État de droit n'est pas rétabli ? Ça n'a rien à voir. Je dis pas. Au contraire, je pense que l'État de droit, il n'est pas rétabli parce que si vous voulez, le droit, non seulement peut maintenant se retourner contre l'État, se retourner aussi contre la France, et surtout le droit n'est plus fait d'abord par le souverain qu'est le peuple. Donc il y a une exigence de cohérence dans l'État de droit, l'État ne fait pas ce qu'il veut et c'est bien normal, il y a des principes qui doivent être respectés, il y a une cohérence qui doit être respectée, mais quand même il y a quelque chose qui est un peu cul par-dessus tête, c'est que c'est d'abord le peuple qui est le souverain. Et ce n'est plus vraiment le cas, c'est ça le problème. Donc deuxièmement, il y a un problème de l'État du droit, si j'ose dire, c'est-à-dire le droit. Si on va dans certaines zones de l'Hexagone, vous avez vu, on peut recruter des tueurs à gages de 14 ans à Marseille. On a vu aussi le cauchemar là, qui a été le décès de Philippines. Et puis on a vraiment une impression d'un jour sans fin, parce que ça se répète sans arrêt. Les OQTF ne sont pas appliqués comme on le sait. On pourrait évidemment citer l'attaque du commissariat, mais ce commissariat, il a été attaqué à Cavaillon, mais c'est pas le seul. Je crois qu'il y en a eu plus de 60 qui ont été attaqués l'année dernière. Il y a 23 forces de l'ordre, gendarmes, policiers, etc., qui sont attaqués chaque jour. Donc il y a quelque chose. Et en dépit de cela, vous accordez du crédit au gouvernement Barnier. Vous votez pas la motion de censure. Alors j'y reviens. Il y a la France, il y a l'État, il y a le droit. Oui, le droit n'est pas respecté. Le droit est cul par-dessus tête. Parce que M. Fabius peut se dresser face à 67 millions de Français et dire, vous savez, la démocratie, c'est moi. C'est un peu problématique quand même. Et c'est même chose pour des cours européennes, etc. Donc il y a quelque chose à remettre d'aplomb. Il y a l'État. L'État, il est très 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 mal en point, il est surendetté et il va très mal, et la France va très mal. Et on a une situation tellement grave, je reviens à Marseille, ces tueurs à gages de 14 ans, mais on va aussi, j'imagine, parler de la situation internationale et cette escalade là au Proche-Orient avec des conséquences qui pourraient être énergétiques, géopolitiques, d'importation du conflit aussi assez incalculables. Donc je pense qu'il faut garder, si vous voulez, cette hiérarchie. L'idée, c'est d'abord de se dire, après 76 jours, dans une situation aussi dangereuse, on ne peut pas se permettre qu'il n'y ait pas de gouvernement. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui tourne par rond là-dedans. C'est ce que vous avez dit à l'Assemblée, que c'était un moindre mal, c'est ça ? Exactement. Ce n'est pas notre gouvernement, ce n'est pas ce que nous voudrions faire, mais c'est un moindre mal. Deuxième point très important... Mais ça veut dire que vous n'allez jamais voter une motion de censure contre Barnier ? Au contraire. Nous, on a dit, si vous avez écouté, on a dit non seulement qu'on était favorable à ce qu'il y ait un gouvernement plutôt que pas de gouvernement, c'est un moindre mal, mais on a dit qu'on attendait du gouvernement, que ce gouvernement était sous
contrôle démocratique, et notamment Et que celui sur un du tweet RN. de Marine Le Pen, il pouvait faire des inflexions. Et ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Vous avez vu le tweet sur l'indexation des retraites. Donc, en vérité, il est sous contrôle démocratique, pas que le nôtre, hein, d'ailleurs, celui des Français et celui des autres députés. Vous voulez dire que c'est vous qui menez la danse? C'est nous qui menons l'annonce parce que nous avons cette possibilité arithmétique, si vous voulez. Mais en vérité, c'est pas nous qui avons décidé de cette configuration de l'Assemblée nationale. C'est quand même ce fameux barrage républicain, dont il faut quand même peut-être dire un mot, et la motion de censure que certains veulent voter, alors qu'ils ont été élus par ceux qu'ils veulent censurer aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde a décidé d'être contre nous, mais être contre nous, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient capables de travailler ensemble. C'est la formule que j'ai utilisée, si vous voulez. Ils ont voté, ils se sont désistés les uns pour les autres, ils ont voté les uns pour les autres, et maintenant, ils ne veulent pas gouverner les uns avec les autres. C'est quand même ça qu'ils ont vendu aux Français, qu'ils allaient faire un grand gouvernement d'union nationale contre le Rassemblement national, va des rétro-satanas, puisque nous, on veut rétablir la souveraineté populaire. Donc, quelle horreur. Donc, tous ensemble, très bien, tous ensemble. Mais sauf qu'ils ne veulent pas gouverner ensemble. Vous avez bien vu qu'ils ne veulent pas gouverner ensemble. Et donc, enfin, maintenant, ils veulent se censurer les uns les autres. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'une sorte d'hypocrisie, de tartufferie qui éclate au grand jour avec cette motion de censure. Et quand on nous retourne l'argument en disant « mais vous soutenez ce gouvernement », on ne soutient pas ce gouvernement. On dit que face à pas de gouvernement, c'est mieux que rien. En revanche, nous, il est bien clair que si les impôts augmentent, si les classes moyennes, les classes populaires sont abîmées, si... D'ailleurs, vous étiez devant Barnier quand vous aviez pris la parole? Oui, bien sûr, ça, devant le gouvernement, parce que quand vous êtes comme sur le perchoir, comme on dit, à la tribune de l'Assemblée nationale, vous avez le banc du gouvernement avec le Premier ministre et les ministres. Donc oui, il était, j'allais dire, dans ma ligne de mire, mais je dis ça de manière extrêmement pacifique. Évidemment, ça s'adressait aussi à lui, forcément. Donc au départ, j'ai essayé de montrer pourquoi, finalement, on dénonçait cette tartufferie de ceux qui voulaient voter une censure. Donc là, le Premier ministre était plutôt content. Et ensuite, j'ai dit, mais écoutez, évidemment, c'est pas notre gouvernement, nous ne vous soutenons pas par ailleurs, et nous ne vous signons aucun chèque en blanc. Mais d'ailleurs, pardon, aucun petite parenthèse, parce que justement, vous êtes adepte de la pédagogie, vous avez été... Non, mais la censure interviendra, mais très très rapidement. Non, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, en fait. je crois d'ailleurs que vous êtes Si sur le point de lignes lancer une chaîne YouTube, un petit peu sur l'envers du décor, un peu de cette fonction que vous avez de député. Est-ce que quand on est face au ministre, au Premier ministre, vous voyez, moi c'est aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne le sais pas, est-ce que là on le voit Michel Barnier qui vous écoute, qui semble vous écouter de manière très attentive, est-ce que vous avez l'occasion de le croiser après, ou est-ce que le gouvernement s'échappe par des portes dérobées? Est-ce que les députés peuvent être amenés à croiser et à parler au Premier ministre ou à ses ministres après des questions à l'Assemblée? Écoutez, moi, comme j'arrive et que je suis un nouveau venu, et que par ailleurs, le gouvernement se met en place, pour répondre à votre question, oui, je crois que ça se fait. Moi, si vous me posez la question, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu encore l'occasion de le faire, et je ne verrai pas d'intérêt là à aller, je dirais, tirer la manche du Premier ministre. Si le Premier ministre m'adresse la parole, évidemment, j'échangerai avec lui, bien volontiers, et s'il y a quelque chose qui me tracasse, oui, je pourrais aller en parler à un ministre, bien sûr. Mais vous savez, il faut quand même respecter la séparation des pouvoirs. Ils sont là pour gouverner, pour l'instant en tout cas, tant qu'on ne les a pas censurés, moi et mes collègues. Vous en pensez quoi de ces premières semaines de gouvernement de Michel Barnier et de son ministre? C'est aussi pour ça qu'on n'a pas voté la censure tout de suite, c'est qu'on n'en pense rien puisqu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il représente un parti qui a à peine plus de 5% des voix aux dernières législatives. Est-ce que ça ne pose pas quand même une question, ça? Mais je l'ai dit dans mon discours, j'ai dit que le barnierisme sera sans doute la poursuite du macronisme par d'autres moyens. Donc oui, les Français ne voulaient plus du macronisme, le macronisme va se poursuivre d'une façon ou d'une autre. Je dirais qu'on ne peut pas se prononcer pour l'instant, il faut se prononcer sur des actes et se prononcer sur un budget. Mais patience, là ça va arriver puisque le projet de loi de finances va arriver et que là on va pouvoir se prononcer sur pièces et sur actes d'une certaine façon. Ça n'a pas de sens de censurer pour censurer. C'est vraiment de la politique aérie, c'est vraiment de l'affichage, c'est du gadget, si vous voulez. Alors justement, on ne va pas faire de politique aérie, comme vous dites. Concrètement, quelles seraient les mesures que vous proposeriez justement pour répondre aux attentes des Français, notamment sur le plan migratoire? Là, si vous étiez au pouvoir maintenant, vous, Guillaume Bigot, ministre de l'Intérieur. Oula, on n'en est pas là. Donc franchement, la première chose à faire... Ce qui est important de comprendre, si on revient sur l'affaire de Philippines, hein, cette affaire horrible, arrêt sur image. Il y a un OQTF, on se pose beaucoup la question, les OQTF ne sont pas exécutés. D'accord ? Alors qu'est-ce que c'est un OQTF déjà pour que les gens comprennent bien? L'OQTF, c'est quelqu'un à qui on dit partez,
mais souvent il a détruit ses papiers ou il n'a plus de Obligation papiers. de quitter le territoire Voilà. français. Et il n'a plus de papiers. Et il les a détruits, c'est un grand classique, ils détruisent leurs papiers. Donc on ne sait pas vers quel pays le renvoyer en vérité. Il ne décline pas nécessairement son identité. Donc qu'est-ce que c'est que ce système? Ça consiste à faire venir quelqu'un qui ait des services consulaires, par exemple du Maroc, si on pense qu'il est marocain, et de dire est-ce que vous le reconnaissez comme un de vos nationaux? Et ensuite, quand c'est fait, le Maroc délivre un laissez-passer, ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire. Alors ces pays, parfois ils jouent le jeu, parfois ils jouent pas le jeu. Ils ont pas, voilà. Et en fait, on comprend aussi. Est-ce qu'on peut vraiment engager Attendez, un vous allez braquage voir, diplomatique justement avec c'est ces très pays, important parce qu'on a, notamment du Maghreb on ne comprend pas le mécanisme. qui voudrait pas les On se pose la question des OQTF, donc des illégaux et des clandestins. Et tout le discours, enfin tout le débat autour de l'immigration tourne autour des clandestins. Mais prenons ce Marocain. Ce Marocain, il a eu un visa de tourisme. Il ne s'agit pas d'empêcher les Marocains. Marocain, c'est un pays ami, il y a plein de gens qui ont le droit de venir en France, etc. Encore que ça a été compliqué récemment avec le Maroc. Ça, c'est la politique en même temps d'Emmanuel Macron. On en parlera peut-être tout à l'heure. La politique étrangère d'Emmanuel Macron. En même temps, il a réussi à nous fâcher avec le Maroc et en même temps avec l'Algérie, ce qui est quand même très fort. Mais enfin, passons. Revenons à notre Marocain, là, violeur. Lui, il est venu avec un visa de tourisme. En vérité, on pourrait savoir à quel moment son visa a expiré. Et dans n'importe quel pays du monde, si vous allez en Corée, si vous allez aux États-Unis, je ne parle pas de la Corée du Nord, la Corée du Sud, pays démocratique, vous n'avez plus le droit de rester sur le sol. D'abord, il y a une information qui est remontée aux autorités qui savent que vous n'avez plus le droit de rester sur le sol. Et donc, normalement, on peut vous rechercher potentiellement. Et si on vous contrôle la première fois, on vous renvoie. Et là, on connaît votre identité, on connaît votre nationalité. Vous avez un visa, il a expiré. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Nos autorités, par exemple, dans les ambassades, quand ils délivrent des visas, ils ne sont pas informés que les délais de visa sont dépassés. Vous voyez ? Donc la première chose à faire, vous me posez la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Avant même de se poser la question de renvoyer les gens chez eux qui n'ont pas le droit de venir, première chose à faire, ne pas les laisser rentrer. Alors ne pas les laisser rentrer, là, mauvais exemple parce que c'était un touriste, il faut quand même que les touristes puissent rentrer en France tout de même. Mais enfin, il y a des pays où il y a beaucoup de touristes qui partent ensuite dans la nature. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a des étudiants qui ensuite partent dans la nature. Dans certains pays, quand ils délivrent un visa d'étudiant, quand nos autorités, notre ambassade délivre un visa des étudiants, ils savent à 99% que l'étudiant va devenir un clandestin. Voilà. Quand on fait semblant d'instruire une demande d'asile, vous avez la plupart de ces demandes d'asile sont des fausses demandes d'asile. Elles vont être rejetées après et les gens vont partir dans la nature. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que les gens qui sont dans l'illégalité sont rentrés en France pour la plupart, pas tous. Il y a des gens en bateau, etc. Mais on se concentre là-dessus, c'est un faux débat. Le problème, c'est les voies légales d'immigration. Par exemple, le regroupement familial. Donc compte tenu de la situation d'ordre public, où on voit qu'il y a un lien entre des phénomènes qui ne sont pas les mêmes, mais qui interagissent. Le phénomène du trafic de stupéfiants, le phénomène de l'islamisme qui se répand. On va en parler justement. Et les aides sociales qui débordent et les abus. Ces mécanismes ne sont pas exactement les mêmes, mais ils interagissent. Donc compte tenu de la gravité de la situation, de toute cette situation, il faut dire stop. Il faut effectivement arrêter ces flux. Ça ne veut pas dire que plus personne ne rentre en France, mais ça veut dire que le regroupement familial, ça doit être très très resserré. Très resserré, et alors on va dire, on vit dans un univers dans lequel finalement le bon plaisir individuel est au-dessus de tout. L'intérêt général, l'État ne compte pas. L'intérêt général, l'État, mais aussi le droit compte. Parce que sinon, vous avez quoi à l'arrivée ? Est-ce que vous avez l'état de droit ? Est-ce que vous pensez que Philippines, c'est l'état de droit ? Est-ce que vous pensez que Cavaillon, c'est l'état de droit ? Un tueur à gages de 14 ans, c'est l'état de droit ? Il ne faut pas qu'on parle seulement d'état de droit, il faut qu'on parle de l'état du droit. Moi, je suis pour qu'il y ait l'état de droit en France, mais précisément que force reste à la loi. Et là, ce n'est pas possible. Donc, il faut restreindre sur les conditions du regroupement familial, il faut restreindre les conditions du droit d'asile, il faut que les demandes d'asile soient instruites dans des consulats français à l'étranger, avant même que les gens viennent, parce qu'après on voit que c'est très compliqué de les faire repartir. Et il faut enfin que les visas étudiants, c'est pas sérieux non plus. Beaucoup de gens partent dans la nature. Donc les flux doivent être, ils seront jamais à zéro, mais ils doivent être évidemment très sévèrement resserrés, parce que l'immigration, c'est pas le bien ou c'est pas le mal. C'est pas les cow-boys et les Indiens. L'immigration, c'est un problème sérieux. De temps en temps, un pays peut avoir besoin d'immigration. Et quand vous avez plus de croissance économique, quand vous avez des ghettos,
Quand vous avez une machine d'assimilation qui est bloquée, quand en plus vous commencez à ne plus avoir une fécondité suffisante en France, parce qu'on oublie, mais l'immigration, comment ça fonctionne? Ça peut marcher à condition qu'il y ait une assimilation. Modèle républicain, l'assimilation est en panne, etc. Là aussi, c'est un peu des faux débats. C'est un peu des faux débats. En vérité, vous pouvez toujours rétablir le récit national à l'école. Je suis d'abord pour les Français, pour que les Français comprennent leur histoire, on ne leur explique pas plus vraiment. Mais même si vous faites ça, dans des endroits où il y a 70%, 80% de gens qui sont issus d'immigration et d'une immigration musulmane, est-ce que vous pensez que ça va marcher? Bien sûr que non. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que ce sont toujours les enfants locaux qui vont assimiler les enfants qui arrivent. Quand vous avez une classe dans laquelle vous avez 60-70% d'enfants qui ne sont pas issus de l'immigration, vous pouvez mettre 20% d'enfants issus de l'immigration, une génération après, ils vont devenir français. Quand vous avez 80% de gens issus de l'immigration, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marche plus. On en est à ce stade-là. Donc maintenant, il faut dire stop, sinon, évidemment, c'est très dangereux. Alors justement, Guillaume, j'aimerais aussi qu'on vous entende sur votre position sur la question de l'islam et au passage, puisqu'on est évidemment sur des sujets particulièrement sensibles. Oui, pour moi, il n'y a pas de question de l'islam à proprement parler, il y a une question de l'islamisme. D'accord, mais notamment, comme on parle de sujets particulièrement sensibles, on est bien d'accord, et j'aimerais bien que vous nous confirmiez ça, que tous les immigrés, tous les Marocains, tous les musulmans ne sont pas des violeurs, hein, de ne pas faire d'amalgame, on est d'accord. Mais ce que vous venez de faire, c'est assez gênant parce qu'en fait, c'est accrédité. En fait, c'est comme en philosophie, c'est le présupposé du sujet. Être obligé de dire ça, ça veut dire qu'on fait un procès permanent aux gens du Rassemblement national, voire à tous les Français. On leur fait un procès en permanence, qui est un procès en sorcellerie, qui est de partir de ce principe. Mais qui en France est assez idiot, assez fou, pour croire que tous les... voilà. Le racisme, c'est quoi? C'est très simple à comprendre. C'est juger les individus à partir des groupes et juger les groupes à partir des individus. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Bien évidemment, nous n'avons rien contre les immigrés, rien contre l'islam, rien contre les Marocains, les Tunisiens, les Maliens, etc. Le sujet n'est pas du tout là. Et il y a une inversion accusatoire incroyable, parce que ce qui se passe en France, il faut dire la vérité, c'est qu'une partie, de cette jeunesse issue de cette immigration, une partie, a quelque chose contre la France. Et maintenant, manifeste une hostilité de diverses façons et manifeste une agressivité. Et on peut être un bon Français, un bon musulman, pour reprendre notamment l'opposition formulée par Éric Zemmour. Mais la question ne se pose même pas. Allez voir les monuments aux morts et vous aurez votre réponse. On a célébré le débarquement en Provence. Bien sûr que être français en versant le sang, c'est à mon avis être encore plus français que quand on est né en France, bien sûr. De plus, si vous voulez, on a complètement oublié l'histoire. On se pose des tas de questions sur la laïcité, etc. Mais à l'époque de la colonisation, la France a été obligée de gérer un problème de contrôle de l'islam, et notamment en Algérie, parce que la conquête de l'Algérie n'a pas été une promenade de santé, ça a été assez violent. Et comme des écoles coraniques, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, avaient pris part à la résistance à la colonisation française, on a été obligé d'une certaine façon de rebâtir un islam et de redonner des imams aux populations. Et qu'est-ce qu'on a fait? On m'a montré ça, c'est très étonnant. Eh bien, il y avait République française et vous aviez un concours de recrutement, un peu comme passer un concours administratif. Là, vous passiez un concours pour devenir imam. Voilà. C'était marqué République française et il fallait commenter une sourate. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a l'air de dire « la République, l'islam, etc. » Ça a très bien fonctionné. Quand la France savait qui elle était, quand la France était maîtresse chez elle, quand la France ne doutait pas d'elle-même d'une certaine façon. Vous avez l'impression qu'elle est plus maîtresse chez elle, la France? Le premier problème, c'est Sonia Mabrouk nous a dit la semaine dernière sur ce plateau que la France était que le pronostic vital de la France était engagé. Vous reprendriez ces propos? Oui, parce que la France est un pays très particulier, c'est un pays qui est très politique. La France, c'est, contrairement à d'autres pays, au Japon, il y a un peuple japonais, peut-être avant d'avoir un État japonais. En Allemagne, c'est très clair, il y a eu un peuple allemand avec plein d'États séparés, et puis ensuite, ils ont accouché d'un État. La France, c'est très différent. La France, c'est vraiment un État qui a accouché d'une nation, et si les gens ne croient plus à cette nation, l'État voilà, il n'a plus de légitimité, ça ne fonctionne plus. Donc, et il n'y a malheureusement pas que le trop-plein de l'immigration qui peut
contribuer au fait que l'idée de la nation, la légitimité, l'adhésion à l'idée nationale est abîmée. La classe dirigeante française ne croit plus vraiment à la France, en vérité. Hein. On nous parle de souveraineté européenne, la France est trop petite, c'est nul, c'est fichu, etc. On parle de l'immigration, là, depuis tout à l'heure. C'est un problème important. Mais on ne parle jamais de l'émigration. L'émigration, c'est un symptôme vraiment singulier. C'est-à-dire que vous avez quand même 200 000 jeunes très bien formés, pas tous jeunes, mais beaucoup, et beaucoup de gens qui ont des moyens, qui quittent la France chaque année. Les meilleurs d'entre nous, c'est ça. En tout cas, parmi les mieux formés, oui. Et quand vous avez, imaginez, parce que c'était l'exemple d'un ami, des gens issus d'immigration, là en l'occurrence, vous qui avez été à la tête tunisienne. d'école de commerce, vous parlez notamment de Londres, Bien sûr. notamment dans le domaine financier. Je ne vais pas le citer, mais j'ai un ami d'origine tunisienne, brillantissime, il a fait Polytechnique. Polytechnique, croyez-moi, chaque année, ça coûte très cher aux contribuables, c'est une école d'élite, et en plus, ils sont formés à un tel niveau que ça coûte très cher aux contribuables. Donc c'est un exemple d'assimilation réussie, c'est un exemple d'études réussies, ça a coûté très cher aux contribuables, ben, il est tout de suite parti aux États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est un symptôme. Il doit rembourser, je crois, une partie. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont. Ouais, mais pour les entreprises américaines, ça pose pas trop de problèmes. problèmes. Vous voulez dire qu'ils. Oui, d'accord. Bien sûr, c'est la même chose pour ça. Les écoles publiques, effectivement, l'école normale supérieure, Polytechnique ou l'ENA, vous êtes fonctionnaire en vérité, et donc, si vous voulez, on rachète ce qu'on appelle votre pantoufle, mais ça existe. Donc en fait, c'est ça qui est cruel finalement. Ce qui est cruel, c'est que il y a une partie des Français, le poisson pourri par la tête, qui ne croit plus dans la France. Et je pense que c'est déjà arrivé à multiples reprises dans l'histoire de France. C'est un grand classique de l'histoire de France. Et à un moment, c'est notre pays, c'est comme ça. Les choses se rétablissent souvent à l'occasion de crises. On l'a oublié, mais la 4ème République, là on revient un peu à des symptômes de la 4ème République. Pardon de l'expression, mais c'était gratiné. Hein, l'économie était en capilotade. La guerre d'Algérie, ça saignait quand même de manière terrifiante. L'état des finances publiques, justement, abîmé. Là, ça vous inquiète? À part Madame Castet, qui a fait un trou dans le budget de la mairie de Paris, qui voulait faire probablement la même chose à l'échelle nationale, je ne vois pas qui ça ne peut ne pas inquiéter, sincèrement. Finalement, est-ce que c'est pas mieux que le RN n'ait pas été au pouvoir en ce moment pour gérer cette crise des finances publiques? Parce que finalement... Non, parce que ça semble indiquer qu'on aurait eu l'intention de se défiler. Ce n'était pas le cas. Ce n'est pas nous qui avons décidé de nous défiler devant les responsabilités. C'est le barrage. Vous auriez été capable de l'affronter, cette crise-là? Oui, je pense que le Rassemblement national se tient prêt depuis longtemps. Et si vous voulez me faire dire... C'est faisable, ces 60 milliards d'économies? Non, mais soyons clairs. Dans une situation de crise telle qu'on est là, plus on a de temps pour se préparer, et mieux c'est. D'accord ? Et de toute façon, on ne sera jamais prêt. Et on a reproché beaucoup au RN de ne pas être prêt. Mais il ne faut pas faire un procès, je dirais, en défilement ou le fait d'avoir... Mais vous étiez prêt, voilà, c'est ça la question. D'être cabré devant l'obstacle. Pardon Eric, mais on n'est jamais prêt en vérité. On n'est jamais prêt, surtout quand on veut redresser une situation qui est très 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 dégradée. Donc la situation des finances publiques, c'est là encore un paradoxe incroyable. Exactement comme on est quasiment les seuls à défendre finalement les principes républicains de base, contre des gens qui font un barrage républicain contre nous. Quelle ironie, quelle ironie. De la même façon, nous n'avons pas voulu cette Banque Centrale Européenne, nous n'avons pas voulu ce mécanisme infernal où on doit emprunter auprès des marchés financiers, donc on doit solliciter des agents privés finalement pour reprêter à la France, et donc à chaque fois évidemment que la situation se dégrade, ils demandent un taux d'intérêt plus élevé. Sur 1 000 € de dépenses publiques, là, dans le dernier budget, j'avais regardé, on dépense 4 € sur 1000, 4 € pour la justice, et on va dépenser 37 € pour rembourser uniquement les intérêts de la dette. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc ce n'est pas nous qui avons voulu ce système infernal où on a l'interdiction, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, ce qui n'est pas le cas au Japon, ce qui n'est pas le cas dans les grandes démocraties. Ces grandes démocraties ont des banques centrales qui ont droit à ce qu'on appelle refinancer leurs propres dettes. Refinancer leur propre dette, c'est interdit par les statuts de la Banque Centrale Européenne. Donc, ils ont voulu ce système d'indépendance de la Banque Centrale, de se refinancer sur les marchés par idéologie du libre-échange et du marché pur et parfait. Ça nous coûte une blinde, ça ne marche pas, ça coûte un pognon de dingue, c'est très dangereux, mais on en est là. Et comme nous, on respecte le droit, on dit, mais attendez, là, c'est sérieux, vous avez fait un tel déficit, que maintenant, ça va nous coûter très cher et qu'à un moment... la confiance pourrait être perdue par les marchés. Donc nous n'avons pas voulu ce système, on dénonçait ce système, et maintenant on est les seuls à s'intéresser à la sauvegarde de ce système. Et on est vraiment dans le monde à l'envers. C'est-à-dire que les gens qui nous ont expliqué que c'était formidable d'emprunter sur les marchés,
ils ont tiré des chèques en blanc. Voilà, il faut bien comprendre qu'Emmanuel Macron, je ne vais pas refaire le coup du Mozart parce que ça devient un petit peu éculé, en réalité, on est passé de 2 000 milliards de dettes à 3 000 milliards de dettes, quasiment. Hein. Donc il a fait un tiers de dettes à lui tout seul. À lui tout seul. C'est donc des décennies et des décennies d'endettement. Ça fait 50 ans que la France n'a pas de budget à l'équilibre. 50 ans. Et lui, il a réussi à faire plus de déficit en 7 ans quasiment que dans les 30 ou 40 années précédentes. Vous imaginez la folie du système. Et ce découvert, à quoi est-il dû? Quand on regarde en détail, il y a eu la crise des Gilets jaunes qui l'a déclenchée. Là aussi, c'est quelque chose d'assez gratuit, cette espèce de taxe sur le CO2, sur les carburants, sans réfléchir au fait que des gens avaient absolument besoin de prendre leur véhicule et qu'en plus, ils ne pouvaient pas boucler leur fin de mois et que si vous leur colliez cette taxe, vous les paralysiez, vous les empêchiez de bosser, etc. Enfin, ça, c'était quand même absolument insensé. Et donc, il a fallu réinjecter de 17 à 20 milliards d'euros, rien que ça. Ensuite, il y a M. Le Maire qui a voulu mettre l'économie russe à genoux. Bon. Il a surtout mis l'économie européenne à genoux et l'économie française à genoux. Ça a renchéri le coût des matières premières, du gaz, avec un effet de spéculation de toutes les matières premières. Le tout sans vraiment épargner une seule vie ukrainienne. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas fait mal à Poutine, mais on lui a même fait du bien. On lui a donné encore plus d'argent pour tuer encore plus d'Ukrainiens. Mais vous imaginez la folie de ce système. Et on nous a expliqué non, mais ça n'a rien à voir, vous comprenez, l'inflation avec la crise énergétique. Ben voyons. Et enfin, on a eu ce quoi qu'il en coûte absolument délirant. Il y a eu un moment, d'une certaine façon, les élections ont été un peu achetées avec du quoi qu'il en coûte. Hein, on a sorti le carnet de chèques et on a... voilà. Donc c'est vraiment une politique à la petite semaine. On a vraiment l'impression que les gens qui nous dirigent, pour eux, ça fait penser à l'intérêt général, ça n'a quasi pas de réalité, c'est quelque chose d'assez factice. On disait à la fin de l'Empire romain, 2 augures ne peuvent se regarder sans sourire. Tellement, finalement, les gens à Rome ne croyaient plus à Rome. Là, on a vraiment l'impression que ces gens de droite, de gauche, ni de droite ni de gauche, Emmanuel Macron, macronisme, ces gens-là, d'une certaine façon, ils répètent des mots, hein, l'intérêt général, la France, la République, l'état de droit, mais ce sont des mots vides, absolument vides de sens. Enfin, le comportement qu'ils ont, les actes sont en décalage complet avec les formules, et on se demande même si ces formules ont du poids sur eux. Et en définitive, moi je me suis beaucoup interrogé avant de me lancer en politique sur pourquoi on en était arrivé là. Finalement, un peu de la métapolitique, comme on dit, un peu de la philosophie politique. C'est une question que je voulais vous poser. Je crois que la racine du mal, c'est d'avoir érigé le bon plaisir individuel en absolu. C'est-à-dire que maintenant l'État n'est rien, la France n'est rien, le droit n'est que l'expression du bon plaisir individuel, hein, celui de M. Fabius ou d'autres d'ailleurs, hein, qui s'érigent eux-mêmes en défenseurs du bon plaisir individuel. De sorte que plus personne ne peut stopper un individu quand il veut faire quelque chose. Je veux me voiler, je veux rentrer en France, j'ai pas de papier, je veux déplacer mes capitaux ailleurs parce que c'est plus rentable. On peut en avoir d'une certaine façon pour tout le monde. Dans les syndicats, non, mais c'est pas grave, l'entreprise va mal, mais on va quand même casser le bras du patron pour obtenir une augmentation. L'État, je fais ce que je veux, le président de la République, je fais ce que je veux, le bon plaisir individuel. Et d'une certaine façon, la France est en train, je dis pas de mourir, mais d'être très abîmée par cette idée. Et je pense que si on resitue ça dans l'histoire, et on va s'arrêter là pour ne pas faire de la politique trop détachée des réalités quotidiennes, mais c'est important quand même de comprendre d'où ça vient. Je pense qu'on a subi au XXe siècle, en France, l'Europe, même le monde occidental, on a subi le nazisme, on a subi le communisme, qui étaient deux façons d'écraser l'individu, de dire que l'individu n'était plus rien face à l'État, l'État avait tous les droits sur l'individu, et d'une certaine façon, on est en train de payer ça. Et maintenant, l'État n'a plus aucun droit. L'État est une carpette, la France est un paillasson, la République, c'est rien, voilà, et l'individu est tout. Voilà, donc, et ce principe d'autorité qui est abîmé, il est abîmé partout. Les gens vont voir, si votre enfant a des mauvaises notes, vous allez engueuler le prof. Voilà, on dit mais il faut rétablir l'autorité du professeur. Mais non, il n'y a pas d'autorité possible puisqu'il n'y a plus que l'individu, la défense de mon enfant, ma défense à moi, chacun pense ce qu'il veut, chacun croit ce qu'il veut. Et là où ça devient un peu, d'une certaine façon, très pervers,
c'est que cette destruction de l'autorité par nous-mêmes, nous avons détruit l'autorité au nom d'une vision, je dirais, totalement excessive et extrémiste des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est formidable, j'y suis très attaché, nous y sommes tous très attachés. C'est très important, c'est les tables de la loi, les droits de l'homme, mais les droits de l'homme, c'est pas le droit de l'hommisme. Les droits de l'homme, c'est pas le bon plaisir individuel. Il y a des droits, mais il y a des devoirs. Et il y a des droits de l'homme, et il y a les droits des citoyens et les devoirs des citoyens. Et cette dialectique-là, cet équilibre a été cassé. Ça a été cassé, donc nous ne sommes plus la France, nous ne sommes plus une histoire, nous n'avons plus des droits collectifs, nous n'avons que des droits individuels, et on fait semblant de ne pas voir que les gens qui viennent chez nous s'installer, en important leur culture, en important leur religion, moi je n'ai rien contre l'islam, mais pour le coup dans l'islam, il y a quelque chose qui ne s'est pas perdu, c'est l'idée du collectif justement, et c'est aussi l'idée du sacré. Et quand nous on a abîmé l'autorité, on est très étonné, on se dit ah oui, il faut rétablir l'autorité. Mais parfois, c'est pas que c'est trop tard, c'est que parfois, la nature ayant horreur du vide, il y a une autre autorité qui s'est installée. Nous, on est dans le laxisme, on laisse les individus faire en général. Il en faut vraiment beaucoup pour les bloquer, pour les contraindre, pour les mettre en prison, etc. Mais dans ce contexte de laxisme total, croyez-moi, les trafiquants de drogue, eux, ils n'hésitent pas une seconde. Et les méthodes qu'ils ont, ce n'est pas les méthodes de l'état de droit, croyez-moi. Donc dans ces conditions, la nature horreur du vide, il y a d'autres personnes qui vont assurer l'autorité, qui vont assurer l'ordre. Ça ne va pas être un ordre, ça va être un cauchemar, celui du narcotrafic. Ça ne sera pas les principes de la République, sûrement pas, mais ça sera l'islamisme. Et là, vous retrouvez, si vous voulez, le collectif et l'intérêt général, ou une verticalité que nous n'assumons plus. Voilà, je ne dis pas que c'est bien. Je dis simplement que quand on dit des zones de non-droit, non, il y a maintenant un autre droit. Ce n'est pas rétablir l'autorité, c'est défaire une autorité qui a remplacé l'autorité que nous avons nous-mêmes démolie. On en est là, d'une certaine façon. Et pour rétablir les choses, il ne s'agit pas seulement d'arriver au pouvoir pour arriver au pouvoir, pour occuper des postes. J'aimerais y venir, Guillaume, pour terminer, pour clore cette séquence politique nationale avant de parler d'international. Oui. Marine Le Pen en 2027, la victoire, vous y croyez? Pourquoi elle réussirait là où elle a échoué à plusieurs reprises? Et puis il y a Jean-Luc Mélenchon aussi, qui commence à faire peur aussi. Voilà. D'abord, Marine Le Pen, pourquoi elle réussirait d'après vous en 2027, là où elle a échoué avant? Parce que... l'expression, à mon avis, elle disait tout. Elle disait tout. Elle disait le calme des vieilles troupes. Souvenez-vous, quand Éric Zemmour, en 2022, était monté, elle a dit non, mais moi, j'ai le calme des vieilles troupes. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Bien sûr qu'il y a une expérience qui s'accumule. Il y a, je crois, une interview aussi de Nicolas Sarkozy, on disait, mais finalement... quel est votre modèle? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Et Sarkozy répondait, c'est la somme de mes échecs. Je pense que c'est quelqu'un, Marine Le Pen, qui est capable, qu'il a déjà montré, de tirer des conséquences de ses échecs. Et elle monte en puissance et elle se nourrit des échecs. C'était des échecs qui sont relatifs quand même, parce que ça fait déjà la deuxième fois qu'elle est au deuxième tour. Donc jamais 203. Vous pourriez dire jamais 203, elle ne va pas gagner. Moi, je pense que si, parce que, d'une certaine façon, les choses prennent du temps. Non, mais il n'y a qu'en France où Chirac, c'était le cas. Dans d'autres pays, lorsque vous perdez une fois, deux fois, après... Non, mais parce que, oui, c'est intéressant. Votre remarque est très intéressante, parce que les cultures politiques sont très différentes d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, on se souvient du Dukakis, je me souviens à l'époque, ces candidats éphémères, et puis qui sont balayés. Oui, ils ont une chance et pas deux. Je comprends. Culture politique très différente. On nous parle aussi du consensus. Il faudrait faire du consensus à la nordique. Bon, on n'est pas aux États-Unis et on n'est pas non plus dans la culture nordique du consensus. En France, il y a des clivages marqués et il y a surtout... c'est le village d'Astérix en fait. Il y a quelqu'un qu'on met sur le pavois, qu'on hisse. Vous voulez dire, on peut vous dire non une fois, deux fois, puis là considérer que vous êtes prêt à la troisième parce que je pense que pour les Français, vous avez eu les deux échecs précédents. Il y a une incarnation du pouvoir qui est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Il y a d'une certaine façon une idée de... il y a quelque chose qui reste de monarchique en vérité. Ça a été dit et redit, mais c'est tout à fait exact. Et donc finalement, là, il faut que les gens s'habituent à la personne. Ça a pris du temps avec Jacques Chirac, ça a pris beaucoup de temps, souvenez-vous aussi, avec François Mitterrand. Et il y a quelque chose, et notamment les échecs, et notamment les blessures, ça façonne. C'est quelque chose qui donne un relief, qui donne une force. Et les gens, à un moment, instinctivement,
reconnaissent que la personne est prête parce que la personne elle a pris tellement de coups. Pensez qu'elle a changé. Elle est tellement dure, mais forcément qu'elle change. Les gens ne changent pas dans la vie, hein. C'est les erreurs ou les échecs qui vous font changer, qui vous grandissent. Tout le monde a remarqué que les succès vous grandissent pas tant que ça, les avanies ou les échecs vous font grandir en général. Les déceptions vous font grandir. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est comme ça, qui est madré maintenant. Il y a une expérience politique incroyable. Moi, je l'entends en tant que spécialiste aussi des questions politiques comme observateur. Maintenant, je suis un acteur, mais je l'écoute. C'est vrai qu'elle a une prescience, elle a une intuition absolument incroyable. Et l'autre chose, c'est qu'il faut que ce qu'elle présente, ce que nous présentons collectivement au Rassemblement national, et Bardella, vous phase. pensez qu'elle va rester loyale Les gens peuvent toujours s'amuser à opposer l'un à l'autre. Je crois qu'il y a vraiment une complémentarité. Je n'ai rien inventé, mais je ne récite pas non plus des éléments de langage. Il y a une complémentarité incroyable parce que justement, il y a une jeunesse, il y a un homme, il y a une femme, il y a une expérience, il y a une espèce de fraîcheur de la jeunesse. Il parle à des générations différentes. Il y a quelque chose d'une forte complémentarité. Or, ça tombe bien parce que sous la Ve République, vous avez besoin d'un président ou d'une présidente, et vous avez besoin d'un Premier ministre. Donc c'est d'une certaine façon, là, je pense que les deux font la paire, et les deux se sont parfaitement trouvés. Ils ont un rôle très complémentaire, l'un vis-à-vis de l'autre, sachant que, je répète, ça me semble fondamental à comprendre, les choses prennent du temps, ça se décante au fur et à mesure, et les Français comprennent au fur et à mesure. Là, je pense ils vont pas retomber, par exemple, dans le barrage antipopulaire, le barrage anti-républicain. Là, ils ont compris que c'était un piège. Le NFP, vous pensez que c'est mort, ça y est, c'est fini. Le NFP, on voit bien le calcul qu'ils font. Ils font un calcul démographique avec l'idée que s'ils racontent toujours aux jeunes issus d'immigration qui sont effectivement de plus en plus nombreux dans les jeunes générations qui arrivent au pouvoir. Ce que fait Mélenchon d'après vous, c'est ça? Bien sûr, et on a bien compris que c'était ça son fonds de commerce. Il leur raconte que tout le monde les déteste et que lui, il est là le seul à les défendre. Bon, et si malheureusement les gens croient à ça et que les médias répètent ça, parce qu'il a aussi beaucoup de complicité dans les médias, tout est possible. Mais sincèrement, je pense que le bruit et la fureur, cette idée aussi d'avoir défendu des terroristes, d'avoir défendu l'indéfendable en fait, et d'une certaine façon d'avoir eu des propos qui sont très 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 ambigus. Pensez à quoi quand vous dites qu'il a défendu le terrorisme? La réaction qu'il a eue à l'égard du 7 octobre, au lendemain du 7 octobre. C'est refus de condamner immédiatement, ça a pris énormément de temps, ça a été très artificiel, propulser cette jeune femme qui sortait un peu de nulle part, Rima Hassan. En fait, on a l'impression. Vous avez vu cette séquence en début de semaine sur BFM, vous avez vu où c'était Mélenchon, si vous voulez, son drapeau maintenant. Bon, on a bien compris qu'Emmanuel Macron, son drapeau, c'est plus le drapeau français, c'est le drapeau européen. Et là, il y a un autre drapeau qui a surgi dans le paysage national, politique nationale, c'est le drapeau palestinien. En vérité, ils l'ont même brandi dans l'Assemblée nationale, ce qui était une sorte de sacrilège. C'est quelque chose. C'est de l'Ogu, justement, voilà. Qui l'avait brandi. Et ça vous avait choqué, ça? Ça a choqué tout le monde, en vérité. Pas eux, bien évidemment, mais ça a choqué tout le monde parce que vous pouvez avoir de la sympathie pour la cause palestinienne et pour le peuple palestinien. Personne n'a brandi un drapeau étranger dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est la maison des Français, c'est la maison de la France. Et d'ailleurs, justement dans les situations de crise comme ça, où il y a une division, on n'attise pas ces divisions. Enfin, ça aurait été extrêmement choquant. Le terme aussi soutien inconditionnel, je ne me souviens plus exactement des propos, mais beaucoup de gens avaient été choqués par cette expression. Si vous voulez m'entraîner sur la position absolument illisible et incompréhensible d'Emmanuel Macron et de ses soutiens sur cette question, oui, là je vous suis. Moi, je ne comprends rien. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose, parce qu'il y a à la fois un soutien absolument inconditionnel à Israël dans les propos d'Emmanuel Macron, et en même temps, je ne participe pas à quand même ce qui était totalement français, c'est-à-dire le fait de tous ensemble lutter contre l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme s'est quand même déchaîné après le 7 octobre, ce qui est un comble, accordez-le-moi. Donc là, tout le monde devait se rassembler pour dire stop à l'antisémitisme. Le président n'y va pas en disant au nom de l'Union nationale, pour maintenir la concorde nationale, je n'y vais pas, mais au secours, tout en soutenant de manière inconditionnelle Israël. Alors, le président de la République, quand il s'est rendu avec retard en Israël pour dire qu'il les soutenait,
il a aussi été voir Mahmoud Abbas, et là, ce qu'il a déclaré, mais sincèrement, c'était lunaire. Hein. Numéro 1, je veux une coalition, d'accord, à l'image de ce qui s'est fait contre Daesh, pour bombarder le Hamas. Et on va faire une coalition internationale. 1, c'est inutile. Enfin, les Israéliens ne demandaient pas ça, du tout. 2, c'est impossible. Évidemment, que ce qui était intéressant dans la coalition contre Daesh, c'est que vous aviez justement des pays arabes qui bombardaient Daesh. Là, les autres pays arabes ne pouvaient pas rentrer dans une coalition. Je veux dire, c'était complètement débile et absurde de leur proposer de faire ça. Et troisièmement, non mais on reproche aujourd'hui, le président de la République reproche aujourd'hui un bombardement à Gaza, parce que le problème de Gaza, c'est pas de tuer des gens du Hamas. Moi, ça ne me dérange pas qu'on tue les gens du Hamas. Et en revanche, évidemment, c'est une densité de population civile. Donc c'est là où il y a un problème. Bon, donc aller dire qu'on va être dans une coalition internationale pour taper le Hamas, coûte que coûte, pour tuer les gens du Hamas, il faut tuer des civils, c'est ça que vous... Eric, il y a un point qui est clé. Clé. Personne ne peut éprouver de la compassion pour les civils palestiniens sans éprouver de la compassion pour les civils israéliens. Inversement, personne ne peut pleurer les morts du 7 octobre et se désintéresser des morts des femmes, des enfants, des innocents, des civils innocents ensevelis à Gaza. Ce n'est pas possible. Un mort égale un mort. Si on sort de ça, on sort de la morale. Et j'ajoute quelque chose de plus important. Lorsqu'on est israélien et qu'on se sent acculé, alors on peut ne plus éprouver de compassion, mais on a une excuse parce qu'on est justement au bord du tombeau. Lorsqu'on est palestinien, qu'on a perdu ses enfants, sa femme, alors on a une excuse pour pouvoir tuer les Israéliens. C'est ça la guerre. La guerre pousse à l'inhumanité et accule les gens. Nous avons la chance de ne pas être en guerre. Pourquoi nous devrions adopter le point de vue de gens qui sont en guerre et perdre notre humanité? Nous, pour l'instant, nul ne nous attaque. Donc la vérité, c'est que dans cette affaire, nous ne sommes pas, nous, en guerre. On doit se mettre à la place des uns et des autres et les aider à trouver un chemin. Et quand on est honnête intellectuellement, on se rend compte que pour l'instant, il n'y a pas de chemin du côté des Palestiniens. Pour l'instant, ceux qui défendent les Palestiniens sont des ordures du Hezbollah ou les ordures du Hamas. C'est-à-dire le même genre d'ordures, excusez-moi, c'est pas très politicien ce que je dis, les mêmes genres d'ordures qui ont massacré au Bataclan. Personne ne peut les défendre de bonne foi, sous prétexte que, évidemment, il faut ne pas avoir de cœur ne pas avoir un cœur qui saigne en voyant ce qui se passe à Gaza, évidemment. Mais là, ce qui est assez étonnant dans ce conflit, si vous voulez, c'est le manichéisme, en fait, en réalité. C'est-à-dire la prise de position sans nuance pour l'un ou pour l'autre. Moi, je suis attaché à la politique française, qui est de défendre le droit à l'existence d'Israël. Je pense qu'il faut bien se mettre dans la tête quand même qu'Israël, c'est un tout petit pays, qu'ils sont en plus... leur légitimité internationale avec le vote des Nations Unies, c'est aussi dû à la prise de conscience de la monstruosité du génocide nazi. Et cette population, elle s'est dit, mais c'est la formule de Golda Meir qui est très intéressante, qui dit les Juifs maintenant préfèrent les reproches aux condoléances. C'est-à-dire qu'ils savent dans leur chair, en tout cas les gens qui ont fondé Israël, qui sont en Israël, ils savent dans leur chair que, en fait, s'il y a un problème, tout le monde les laissera tomber. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Mais eux, ils se disent que le moment où la situation basculera... Considérer qu'Emmanuel Macron a laissé tomber donc Israël. eux, j'ai pas ce que j'ai dit. J'ai dit que eux, il faut comprendre la psychologie d'Israël, c'est tout petit, c'est envahi très rapidement, et ils ont cette idée qu'ils seront exterminés jusqu'au dernier. Or, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre Je termine, Eric, c'est très important à comprendre. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est l'équivalent de 12 000 morts en France. Imaginez 12 000 Français massacrés par des djihadistes, exactement comme au Bataclan, mais 12 000 en quelques heures. Vous parlez de quel Des femmes, des enfants, des viols, des massacres épouvantables, etc. Du 7 octobre. Donc dans ces conditions, avec une population qui vit dans un état minuscule, qui a déjà expérimenté dans l'histoire qu'ils seront laissés tomber par tout le monde, oui, il y a un réflexe, il y a une sorte de surréaction, et il y a un réflexe un peu à la fois de survie et à la fois un peu paranoïaque dans cette réaction des Israéliens. Maintenant, les Israéliens, personne ne peut vraiment leur donner des leçons parce qu'ils sont entourés d'ennemis, et depuis le départ, ils n'ont survécu que comme ça. Ils n'ont survécu qu'en installant, si vous voulez, une espèce de dissuasion, en disant si vous nous tuez, si vous essayez de nous tuer,
vous allez perdre plus de plumes que vous allez nous en arracher. C'est ça la dissuasion israélienne. Donc, voilà, moi je ne suis pas israélien, je ne suis pas palestinien non plus, je peux me mettre dans la peau des Palestiniens, ça ne me pose aucun problème, et au contraire, je pense que les Palestiniens ont des choses à revendiquer. On sait que le partage de territoire n'a pas été accepté par les Arabes, mais le partage de territoire, il y avait les clairement... 40 000 morts, pardon, les 40 000 civils, enfin le chiffre invoqué par évidemment avancé par les Palestiniens. Pas 40 000 civils, c'est pas 40 000 civils, il y a beaucoup de gens du Hamas dedans, mais on n'arrive pas à savoir combien de civils exactement et combien de gens du Hamas. Enfin, à ma connaissance, on ne peut pas pas réellement faire ce décompte. Mais bien sûr qu'il y a énormément de civils qui sont morts. Oui, c'est indiscutable, c'est indéniable. Mais ce qui me choque dans cette affaire, vous voulez pas aller sur ce terrain de la guerre des chiffres Allons-y sur ce terrain. Ça ne me dérange pas, mais pourquoi on n'a pas été sur ce terrain quand il y a des millions de morts en République démocratique du Congo? Pourquoi on n'a pas été sur ce terrain quand les Chinois vont stériliser des millions de musulmans ouïghours? Pourquoi on n'a pas été sur ce terrain au Darfour? Pourquoi on n'a pas été sur ce terrain dans 1001 conflits, si vous voulez? Pourquoi Madame Rima Hassan, je crois que son papa est syrien, quand Bachar el-Assad va envoyer des bombardiers sur des camps palestiniens et massacrer des milliers de femmes et d'enfants palestiniens, vous entendez la France insoumise dire quelque chose? Peut-être que j'ai un problème auditif, mais moi j'entends rien en fait, en réalité. J'entends rien. Donc là, évidemment qu'il y a quelque chose qui relève, il y a quelque chose qui ne va pas dans la disproportion de la réaction d'Israël, à mon sens. Je pense que la position française est tout à fait saine, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faudra 2 États. Là, ça ne peut pas être un État Hamas, en fait. Qu'est-ce que vous pensez tout de suite et maintenant, pour bien comprendre c'est très complexe, c'est de une affaire très complexe. Comment est-ce que vous avez réagi? Mais en vérité, vous pouvez comprendre que les Israéliens jouent leur peau, vous pouvez comprendre que les Palestiniens sont un peu poussés au désespoir, tout ça est compréhensible. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi faire une fixette sur ce conflit, pourquoi ce conflit qui est très grave devient le cœur d'une campagne électorale. Oh, je le comprends trop bien. Je le comprends trop bien parce que ça joue sur les vieux ressorts. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression, comme beaucoup le disent, qu'Israël va trop loin, non, au Liban notamment. Je l'ai dit. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais je l'ai dit. Non seulement Israël se défend, et personne, je pense, ne peut discuter de ce droit à la défense, sauf à vouloir discuter du droit à l'existence. Donc ils se défendent très bien. La manière dont ils se défendent, c'est pas très conforme, si vous voulez, au droit de la guerre ou conforme au droit humanitaire. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce ne sera pas le premier ni le dernier conflit. Moi, ce qui me choque, c'est de faire, si vous voulez, une fixation obsessionnelle. Parce qu'évidemment, la carte qui est jouée derrière, c'est un Qui l'a fait, selon vous, cette fixation? C'est la France insoumise, évidemment. La France insoumise qui a cette idée que dénoncer la mondialisation, c'est dénoncer l'Amérique. Dénoncer l'Amérique, c'est dénoncer Israël. L'Amérique, l'Israël, on voit bien des lobbies financiers, de banques, etc. derrière. On retrouve le vieux discours de l'antisémitisme, c'est ce que racontait Hitler. Voilà. Donc on a cette idée-là, cette idée absolument nocive derrière, avec l'idée qu'ils tiennent tout, ils tirent les ficelles, etc. C'est ça qui est envoyé comme message en réalité. C'est un message subliminal. Et là où ça devient vraiment terrifiant, c'est qu'en fait, cette haine délirante, non seulement des Israéliens, mais en fait des Occidentaux, le Hamas est un mouvement islamiste, c'est un mouvement djihadiste. C'est ce qui a massacré des gens au Bataclan. Ce sont les mêmes d'une certaine façon. Les Israéliens ont pris très très cher le 7 octobre. C'est normal qu'il y ait eu un jeu de miroir. Voilà. Ce qui n'empêche pas peut-être de dire qu'Israël était trop loin dans sa riposte, c'est autre chose. Mais de faire comme si... Attendez, Eric, c'est très important, de faire comme si défendre la cause palestinienne aujourd'hui, c'était pas aussi et en même temps défendre l'islamisme le plus radical, le plus abject, le plus djihadiste, ça c'est un problème. Parce qu'en vérité, moi je considérais que c'est défendre le terrorisme et le djihadisme que défendre la cause palestinienne. Oui, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus, malheureusement, on peut le regretter, on doit le regretter, il n'y a plus à l'heure qu'il est, c'est tout le drame d'Israël, de forces politiques représentant l'intérêt national des Palestiniens, de forces politiques debout, avec lesquelles les Palestiniens pourraient discuter, avec lesquelles la communauté internationale pourrait discuter. Vous avez Mahmoud Abbas qui est complètement corrompu d'un côté, et vous avez de l'autre, et qui n'est pas vraiment suivi par son peuple, et de l'autre des djihadistes, des islamistes vraiment qui n'ont rien à envier à ceux qui ont massacré au Bataclan. Et de l'autre, Netanyahou, vous en pensez quoi, lui? J'en pense pas du bien, mais si vous voulez, c'est l'affaire des Israéliens, c'est pas mon affaire à moi. En vérité, c'est aux Israéliens, s'ils ne sont pas d'accord avec lui, de le changer. Il y a une démocratie en Israël.
Voilà. Moi, je pense que l'erreur commise par les Israéliens, en tout cas l'erreur commise par Netanyahou, parce que je comprends que les Israéliens aient surréagi après ce cauchemar du 7 octobre, c'est la formule de Bonaparte. C'est-à-dire qu'on peut tout faire avec des baïonnettes, vous pouvez gagner militairement et perdre politiquement. La guerre d'Algérie, on l'a gagnée militairement, on l'a perdue politiquement. On peut tout faire avec des baïonnettes sauf rester assis dessus. C'est-à-dire que la victoire militaire, quand vous avez la main militairement, ça ne veut pas dire que politiquement, sur le long terme, vous avez une solution. Tout le drame d'Israël est là. Le drame d'Israël, c'est qu'en fait, ils vont gagner militairement, politiquement, ils ne sont pas nécessairement en train de gagner. Qu'Israël a les moyens de mener une guerre totale dans la région ? Oui, il y a une disproportion de force manifeste. En ce qui concerne le Liban, là aussi, à mon avis, il faut avoir un jugement très nuancé. Détruire le Hezbollah, c'est comme détruire éradiquer le Hezbollah, Hamas. c'est une chimère. Non, c'est pas tout à fait une chimère, parce que je pense qu'ils leur ont porté des coups quand même fatals. Là, c'est pareil. La structure militaire, la capacité offensive du Hezbollah, oui, je pense qu'ils l'ont décapité. Vous ne croyez pas qu'en... Mais attendez, Eric, le problème, c'est qu'après, la force politique que représente le Hezbollah, qu'est-ce que ça va devenir ? Bien malin qui pourra le dire. Qu'est-ce qui va prendre la suite du Hamas ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va prendre la suite du Hezbollah ? Je ne sais pas. C'est là où la riposte des Israéliens est plus que discutable. En dehors des problèmes graves que ça pose peut-être vis-à-vis du droit international, il y a, mais je répète, il ne faut pas clouer au pilori Israël parce que c'est Israël et c'est ce qui est fait. C'est ça qui me dérange. Sinon, bien sûr que croyez que les Américains n'ont pas commis de crimes de guerre en Irak. Croyez que les Russes n'ont pas commis de crimes de guerre en Syrie. Enfin, tout ça est une plaisanterie. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose d'obsessionnel sur Israël. Mais j'ai déjà utilisé cet argument, je ne vais pas le répéter sans arrêt. Je crois que le message est passé. Non, ce qui est important dans la suite des événements, c'est comment les choses peuvent se reconstruire, comment il peut y avoir un État palestinien un jour, comment les Palestiniens peuvent trouver une terre et un État. Écoutez, oui. Le Proche-Orient, est-ce qu'il peut devenir le centre ? Il y a déjà un embrasement en vérité, puisque la guerre... global, quoi. La guerre s'est étendue au Liban. Donc, si Israël n'a pas été en mesure, de manière, je dirais, de faire une micro-chirurgie, en quelque sorte, pour faire une ablation du Hamas sans abîmer la population civile, ça n'a pas été possible. D'accord ? Ils sont en train d'essayer de faire, pareil, de neutraliser une menace qui est celle du Hezbollah, qui est quand même aussi une menace existentielle pour eux au nord d'Israël. Et je pense que les Libanais leur seront grés un de ces jours d'avoir fait ça, parce qu'en vérité, le Hezbollah, c'est un État à l'intérieur de l'État libanais. Il ne peut pas y avoir d'unité libanaise. Le Liban, c'est un pays que lorgne la Syrie. Quand la Syrie a occupé le Liban pendant très longtemps, les Libanais voulaient que la Syrie parte. La Syrie a fini par partir. Le seul groupe politique à l'intérieur du Liban qui ne voulait pas que les Syriens partent, c'était le Hezbollah. Donc on voit bien que le Hezbollah, c'est un agent de la Syrie, c'est un agent de l'Iran, c'est un proxy, comme on dit, c'est un corps étranger à l'intérieur du Liban. C'est ça, le Hezbollah. Voilà, qui utilise en vérité la cause palestinienne, qui n'est pas vraiment leur intérêt. Leur intérêt, c'est pour l'Iran d'étendre ses pions et de reconstituer une sorte d'empire perse. Et d'ailleurs, ils sont en train de le faire, et la bêtise des Américains dans la guerre en Irak leur a permis de le faire, puisque l'Iran, maintenant, c'est bien sûr l'ancienne Perse. Ils ont quasiment indirectement le contrôle de l'Irak, et ils avaient ce proxy qu'est le Hezbollah. Donc s'ils arrivent à arracher, à tirer le Liban des griffes du Hezbollah, ils auront sans doute réussi à rendre un service au Liban, à condition qu'ils ne commettent pas trop de dégâts irréparables au Liban, sur les populations civiles du Liban, voire même que ça devienne contre-productif, c'est-à-dire que tous les Libanais finissent par prendre les armes puisqu'ils se sentiraient attaqués. Vous voyez, c'est très complexe. Donc ces sujets sont complexes. On a la chance de ne pas être impliqué en tant qu'acteur directement. Et est-ce que la France elle est à la hauteur de ses responsabilités historiques dans la région ? Non, je vous ai parlé de la politique. C'est mon ami Jean-Loup Bonamy qui parle de politique quantique pour se moquer de lui du président de la République. C'est vraiment quantique. C'est-à-dire que le président de la République, en clair, il est là et puis il est là. Il s'est affranchi du principe de non-contradiction, il fait une chose puis il fait son contraire. Donc il prend des positions ultra anti-israéliennes à l'ONU, puis après il réaffirme son soutien à Israël. Il dit, mais arrêt sur image, c'est l'escroquerie du siècle. Il dit on va arrêter les livraisons d'armes à Israël. Mais d'abord, d'où on livre des armes à Israël ? J'aimerais bien savoir combien d'armes on livre à Israël. C'est les États-Unis qui leur livrent des armes. Donc déjà, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Il faut bien le comprendre. Donc déjà, cette phase, elle est nulle et non avenue. Donc c'est purement de la symbolique et de la... on ne livre pas d'armes à Israël. À ma connaissance, si on en livre très peu. L'essentiel, les Israéliens produisent bien sûr des armements, ils sont connus pour ça, mais c'est surtout les munitions, en fait.
et on reviendra sur l'impact géopolitique global de cette affaire, très grave déjà pour les Palestiniens et pour les Israéliens, et maintenant pour les Libanais, mais très grave aussi, je pense, pour le monde entier, en raison de sa connexion avec l'affaire de l'Ukraine et de la Russie. Donc, je reviens là-dessus. Donc, les armes, c'est les Américains qui les livrent, les munitions. Et deuxième point, le président de la République, quand il dit ça, il met très en colère Netanyahou et l'opinion israélienne. Il a même été sifflé là dans cette soirée du CRIF. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il téléphone à Netanyahou quasiment pour s'excuser. Mais qui peut comprendre cette politique? Ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Alors les gens disent, parce qu'on est dans un vieil État monarchique, c'est le président élu. Hein. Moi, je le respecte aussi comme président de tous les Français. C'est aussi mon président. Mais bon, il faut être raisonnable. S'il fait n'importe quoi, il faut dire qu'il fait n'importe quoi. C'est pas parce que c'est le président qu'on va se retenir de dire qu'il s'est affranchi du principe de non-contradiction. Franchement, c'est très inquiétant. Maintenant, moi, je pense que ma lecture de ce conflit est la suivante. Je pense que l'Iran manipule la Syrie et manipule le Hezbollah, que le Hezbollah utilise cette question palestinienne qui n'est pas vraiment le cœur de ses préoccupations, et que derrière, ces pays-là veulent finalement s'emparer d'une façon ou d'une autre du Liban et avoir un accès à toute cette côte méditerranéenne, et qu'en vérité, l'Iran est un pays qui est assez affaibli par les sanctions, où le pouvoir est assez affaibli, la population, à mon avis, iranienne en a plus qu'assez de ces mots-là. Il y a la tentation chez les Américains et chez les Israéliens, avec des mesures militaires, de faire sauter d'une certaine façon le bouchon des mollahs, et que finalement la population iranienne renverse les mollahs, et qu'il y ait enfin une paix possible, c'est possible. Quelle solution vous voyez justement pour aller vers une paix durable? Et derrière, l'Iran est tellement affaibli qu'à mon avis, l'Iran est pratiquement un proxy de la Russie. C'est-à-dire que l'Iran et la Russie ont des frontières en commun, et la Russie, d'une certaine façon, l'Iran ne peut rien faire sans que la Russie décide qu'elle fasse des choses. Vous voyez? Et pourquoi ça s'est ouvert, ce front, le 7 octobre, sans verser dans le complotisme? Parce qu'en réalité, il y avait quand même beaucoup de munitions américaines qui partaient du côté de l'Ukraine. Et donc ça commençait à coûter un peu cher aux Russes. C'est pas inintéressant, si vous voulez, qu'un conflit s'ouvre dans lequel les Américains ne peuvent pas laisser tomber leurs alliés israéliens et sont obligés de livrer des munitions en très grande quantité à Israël. Et s'ils livrent des très grandes quantités de munitions à Israël, eh bien ils ne peuvent pas simultanément les livrer à l'Ukraine. C'est une des clés de ce conflit. Ça le rend d'une certaine façon un peu, je ne dis pas rassurant, parce que ma lecture c'est que la Russie quand même contrôle l'Iran, l'Iran contrôle le Hezbollah, et que voilà, la Russie, l'Iran, la Russie et les États-Unis ne font pas n'importe quoi, ce sont des puissances nucléaires, en tout cas pour la Russie, pour Israël et pour les États-Unis. Ils ne font pas n'importe quoi, ça reste dans un cadre quand même, disons, assez cynique, assez horrible, mais dans lequel les uns et les autres se tiennent. On peut imaginer ça, hein, mais on peut aussi se dire que si les gens sont acculés, complètement acculés, bah, tout devient possible. Mais sincèrement, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une guerre assez cruelle, que des grandes puissances se livrent à travers leurs clients, d'une certaine façon, leurs clients régionaux. Justement, vous qui êtes un spécialiste en géopolitique et un fin observateur justement du traitement aussi médiatique de ce conflit, justement tout à l'heure je faisais un petit clin d'œil à ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez vu en début de semaine, c'était Rima Hassan qui était interviewé par Alain Marchal, oui, et Truchot, je crois, de mémoire. Et il les a littéralement menacés. Hein. Alors voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc on replace dans le contexte, c'était donc... rappelez-moi leur prénom, Alain Marchal et je ne sais plus le prénom de Truchot, voilà, et ils interviewaient donc Rima Hassan qui d'entrée de jeu leur a dit qu'ils avaient des comptes à rendre, qu'ils auraient sûrement des comptes à rendre parce qu'ils avaient été félicités par le porte-parole de l'armée israélienne dans leur traitement de ce conflit, donc israélo-palestinien. Voilà, sur le traitement médiatique de ce conflit, est-ce que bon, là, j'ai compris que vous aviez été choqué par l'intervention de Rima Hassan, c'est ça? Écoutez, encore une fois, il ne faut pas être dupe. En même temps, ils ont stoppé l'interview tout de suite aussi. Heureusement. Il ne faut pas être dupe. Ah, vous dites heureusement aussi Rima Hassan, elle met en avant le kéfier, elle met en avant le drapeau palestinien. Donc, ça a l'air d'être une représentation... Mais elle est députée, elle est députée européenne aussi. Ça a l'air d'être une représentante, disons, des droits tout à fait légitimes du peuple palestinien, avoir un État. C'est la position officielle de la France, c'est aussi la mienne, pour un jour que les Palestiniens aient un État et qu'on rende justice aux Palestiniens. Très bien. Tout en reconnaissant l'existence de l'État d'Israël, ce qu'avait fait Arafat en son temps. On n'en est pas... Mais en fait, oublions ces oripeaux. Derrière, Mme Hassan, elle n'est pas là pour défendre les droits légitimes des Palestiniens. Je pense que Mme Hassan,
elle est dans une situation où elle sait très bien que c'est le Hamas derrière, elle sait très bien que c'est le Hezbollah derrière. Donc ce sont des organisations. Moi, j'aime pas tellement ce thème de terroriste, en fait. Terroriste, c'est un moyen d'action. C'est pas un drapeau terroriste, si vous voulez. Le moyen d'action. Non mais pardon, attendez, alors là je vous interromps une seconde parce elle sert en fait des intérêts qui sont ceux des islamistes. Guillaume, c'est intéressant parce que au-delà. Et le sang a déjà coulé en France. Donc lorsqu'elle dit, c'est pas innocent, je réponds à votre question, lorsqu'elle dit à 2 journalistes, vous rendrez des comptes, elle leur attache évidemment des cibles dans le dos. D'accord ? Et le sang a déjà coulé ici, l'islamisme a déjà tué ici. Et derrière cette soi-disant cause de la nation palestinienne, vous avez l'islamisme qui se profile. Donc vous êtes pour ne pas laisser Aymeric Caron, des gens comme ça, s'exprimer dans les médias par exemple ? Ils s'expriment comme ils veulent dans les médias, mais je pense que la diffamation et la menace, c'est pas une libre expression en France. Il y a des lois, tout le monde est supposé respecter ces lois. Vous ne pouvez pas menacer. C'est une menace. Enfin, pour moi, c'est une menace. Quand vous dites vous aurez des comptes à rendre, si vous voulez, c'est lourd de sens, quand même. Et elle est coutumière du fait, Madame Assam, non ? Elle est coutumière du fait. Elle avait quand même appelé au soulèvement, etc. Enfin, vous voyez, ils sont complètement sur une ligne de crête, en fait, où vous avez un phénomène qui est le terrorisme islamiste. C'est un phénomène en tant que tel. Vous avez, en réalité, ce qui se passe à Gaza, et ce qui s'est passé le 7 octobre, avec un peu une chambre d'écho, et vous avez de l'autre des émeutes. Alors, ça n'a a priori rien à voir. Les émeutes n'ont rien à voir. C'est pas au nom de l'islamisme, c'est très caricatural de dire ça. Je suis le premier à dire que c'est de la caricature de dire que c'est l'islamisme qui a déclenché les émeutes. Mais tout de même, ça n'a pas aucun rapport. Si vous voulez, c'est pas 2 réalités étanches, mais c'est pas la même chose. Donc on a d'un côté une réalité, de l'autre côté une réalité, et vous avez un dégradé. Et d'une certaine façon, on sait bien que l'islamisme travaille la société en France, on sait bien qu'il y a des quartiers qui sont maintenant des ghettos, on sait bien qu'il y a des armes qui circulent dans ces ghettos. Ce ne sont pas des armes pour les islamistes, en général, ce sont des armes pour les trafiquants de drogue. Mais en attendant, la situation est dangereuse, objectivement. Et quand vous avez des gens qui prennent des bidons, il y a des braises. Si je comprends bien, vous dites que la France insoumise, elle fait quoi, du clientélisme ? Elle fait plus que du clientélisme, elle répand sur ce conflit au Proche-Orient. Du white spirit, elle répand de l'essence. C'est très dangereux, en fait, de jouer cette carte-là. Elle utilise ce conflit pour faire un énorme clin d'œil appuyé aux islamistes qui travaillent les banlieues, et en leur disant, écoutez, voilà, on s'est bien compris entre nous, le problème c'est les juifs, le problème c'est qu'ils tiennent le système, et le système c'est eux, et nous on est contre le système, donc on va abattre ce système, et vous allez nous aider, et ça peut aussi passer par la violence. Alors ils ne l'explicitent pas comme ça, là je suis en train de vous mettre les sous-titres si vous voulez, mais c'est bien ça les sous-titres en fait, et ils sont intelligents, ils connaissent les lois, ils ne vont pas trop loin, ils ne disent, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, etc. Mais je pense réellement que le sous-texte est celui-là, le message implicite est celui-là. C'est pour ça que c'est un message extrêmement dangereux. C'est un message dangereux. Si vous voulez, on pourrait comprendre une partie de leur idéologie, c'est-à-dire de dire finalement le capitalisme c'est l'Amérique, ce qui n'est pas complètement faux non plus, la mondialisation c'est l'Amérique. Ça me paraît quand même un raisonnement un peu court. Parce qu'en vérité, maintenant, vous avez rentré dans la danse du capitalisme la Russie, par exemple. Ils ont l'air de défendre aussi. Vous avez la Chine qui est rentrée dans la danse du capitalisme. Donc le système capitaliste, c'est pas que les États-Unis, c'est pas que Wall Street, déjà pour commencer. Et ensuite de ça, pardon, mais le capitalisme et ce qui se passe en Israël, c'est 2 réalités complètement différentes. Revenir sur l'importation. Je rappelle quand Israël a été fondé, c'était les kibbutz. Israël a beaucoup changé. C'est plutôt une start-up nation maintenant, mais il y a en Israël des gens qui ne sont pas du tout dans le délire de l'économie de marché. Les gens qui ont été massacrés le 7 octobre, c'était plutôt des gens de gauche qui étaient dans les kibbutz. Vous craignez une importation de ce conflit sur notre sol, en France ? Je ne crains pas l'importation directement du conflit, je ne crains pas l'importation, je constate qu'il y a déjà eu depuis longtemps, depuis 20, 30, presque 40 ans, une importation de l'islamisme, de l'idéologie islamiste, qui avance, qui fait des adeptes, ça se voit, voilà, ce qui s'est produit à Tourcoing, dans ce lycée où une jeune fille a giflé son professeur parce que son professeur lui demandait de respecter la loi, c'est-à-dire de retirer son voile à la sortie de la classe. La professeure a riposté. Bref, il y a une violence physique. Donc, en fait, c'est quoi ? On parle de gens qui ne respectent plus les règles, de gens qui ne sont pas bien éduqués, de gens de problèmes d'autorité. Les professeurs n'arrivent plus à assurer leur autorité. En fait, on n'est pas dans un phénomène, je répète,
de délinquance ou dans un phénomène uniquement de sauvageon, comme disait Chevènement. C'est une autre autorité. Voilà, une autre autorité s'est installée. On sera plus côte à côte, mais un jour face d'autres à face, valeurs. ça dire. Mais c'est pas on sera. Là, le fait de gifler son professeur parce que le professeur lui demande de mettre le voile, le fait de tester en permanence les limites de la République, c'était l'affaire des abayas, le fait de décapiter des professeurs, on en est là. À chaque fois, on a toujours d'une certaine façon un train de retard. On se dit ah mais on n'en arrivera pas là, mais on est déjà là. Oui, mais alors, no passaran. Alors la prochaine fois, c'est la dernière fois qu'il décapite un professeur. Ah bah pas de chance, parce qu'on en est déjà au deuxième. Et on se dit, non mais là c'est bon, on a compris la leçon, c'est fini. Plus personne, on va faire preuve. C'est ce qu'on entend à chaque fois. Et donc ils avancent. Donc le danger, en vérité, est là. Le danger est là, et donc je pense que ce qui se passe en France, c'est pas un soutien inconditionnel à Israël, c'est que les Français ont bien compris que ce à quoi font face les Israéliens, c'est pas le nationalisme palestinien. Parce que là, on pourrait effectivement dire les torts sont partagés et les bonnes raisons sont partagées. Ce à quoi font face les Israéliens, c'est l'islamisme, c'est le djihadisme. C'est ça, c'est cette réalité-là. Et c'est cette réalité-là qui est déjà chez nous. Et je vous rappelle que l'islamisme, il a deux visages. Il a un visage sanguinolent, celui des armes, le djihadisme, mais il a un visage souriant. Il a un visage qui est celui de médecins, d'avocats, maintenant de hauts fonctionnaires, etc., de gens qui font de l'entrisme, en fait, qui partagent ses valeurs, qui partagent ses idées, qui nous considèrent comme des koufars, comme ils disent qu'ils nous considèrent... Bon, j'ai pas des noms, je suis pas là pour établir des noms, mais c'est la stratégie qui est pensée par les frères musulmans. Il y a beaucoup de... Je vous renvoie aux travaux de Mme Bergeau-Blaclair. C'est pas une taquia, c'est une stratégie d'entrisme. C'est pensé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, au nom de nos croyances, pour établir la charia, il faut prendre les armes. C'est Ben Laden, c'est Daesh. Et puis il y a des gens qui disent non, surtout pas. C'est une erreur. Il faut qu'on y arrive en prenant le pouvoir démocratiquement et il faut qu'on y arrive en investissant tous les lieux de pouvoir. Donc pour faire ça, il faut qu'on fasse un islamisme à visage humain, à visage souriant. C'est ça la stratégie des frères musulmans. Et évidemment, vous imaginez bien que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus dangereux à long terme. Et vous irez jusqu'à dire que c'est une forme de stratégie aussi pour adopter la France insoumise ? Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.